Bien voilà, bonjour et bienvenue à l'hôtel de ville de Verviers. C'est avec plaisir qu'on vous accueille dans cette salle des mariages. Donc bienvenue à toutes et tous. Et donc nous allons assister ce soir à une conférence initiée par la ville de Verviers et l'AGEF, qui s'intitule Vaccin, le vrai du faux. Et donc à l'heure de la 3e dose de vaccination, à l'heure du Covid Save Ticket, à l'heure où les chiffres semblent un peu s'écraser en termes de vaccination, principalement dans la région verviétoise, ça nous semblait intéressant de pouvoir proposer aux citoyens un moment d'explication et de questions-réponses pour essayer un peu d'éclairer et de donner des pistes de réflexion intéressantes à chacun. Alors pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir Benoît Meulekens, virologue et professeur à l'université de Namur. Oui, voilà, et qui sera accompagné dans la deuxième partie de questions-réponses par le docteur Meurice, président de l'AGEF, donc l'association des généralistes de l'Est francophone. Exactement. Voilà, et donc l'objectif de ce moment, c'est vraiment de créer de l'échange, d'apporter des réponses aux questions que les citoyens peuvent se poser et que chacun puisse se positionner librement, mais consciemment par rapport à la vaccination. Et donc je ne vais pas être beaucoup plus long que ça comme pour l'introduction, et je vais de suite passer la parole à M. Meulekens. Merci, bonsoir à tous. C'est un retour vraiment aux sources cette fois-ci. Il y a un mois, j'étais à Plombières, c'est ma commune de vie de jeune homme, de jeune garçon. Ici, c'est ma ville de naissance, donc voilà, je reviens vraiment aux sources pour parler avec vous d'un bilan. Donc c'est sous la forme d'une question qui est affichée là-bas. La vaccination contre le Covid, il y a 6,6 milliards de doses qui ont été administrées aujourd'hui de par le monde. Et quel bilan pourrait-on tirer ? Donc je viens apporter une parole au nom d'un collectif de chercheurs qui travaillent avec moi à l'université de Namur dans les différents instituts qui sont repris là, un institut d'infectiologie et un institut Narilis qui est connecté à l'hôpital Montgodine. Donc, en guise d'introduction, je vous soumets un nouveau petit mot fléché, un petit rébut. Donc, est-ce que vous trouvez quelques mots-clés qui se cachent dans ce tableau ? Oui. Et indépendance, très bien. J'ai entendu études, échanges, indépendance. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué cette fois-ci. Il y en a qui sont mis en diagonale. Je vais vous aider. Alors, le premier moteur de mon discours sera de baser ce qui sera dit ce soir sur une médecine factuelle. Donc, ce qui sera proposé aujourd'hui sera basé sur des études et sur des faits, des observations à parfois petite échelle, parfois à très large échelle. Ça va dépendre des sources. Donc, c'est des réseaux européens qui reprennent des données. Et ces études ont fait l'objet d'une analyse rigoureuse par un panel de scientifiques qui eux-mêmes ont été critiqués par des collègues avant d'aboutir à une publication de résultats. Donc, ce n'est pas des nouvelles publiées sur Facebook ou ce n'est pas des opinions qui vont être émises aujourd'hui. C'est sur base de données scientifiques que je parlerai. Le deuxième point, il me semble vraiment important, c'est je suis ici en tant que personne qui agit pour la société. Je suis un agent d'État en tant que professeur à l'université. Je ne travaille pour aucune firme pharmaceutique. Je n'ai reçu d'argent d'aucune firme, ni de diagnostic, ni du médicament. Je n'ai aucun lien avec eux. Et donc, je parlerai vraiment en toute indépendance et pour le bénéfice, je l'espère, de la société en général, de 0 à 115 ans. En Belgique, il paraît qu'il y a des personnes qui aujourd'hui vont vivre 115 ans. Le troisième mot, vraiment et mot-clé, c'est le fait que ce que je viens présenter ici se base sur des échanges que j'ai eus. Des échanges avec différentes personnes, des professionnels de la santé, par exemple des médecins de première ligne, des médecins d'hôpitaux, des épidémiologistes, donc des gens parfois très spécialisés, des immunologues, mais également des citoyens. Donc j'ai énormément échangé avec d'autres personnes et je viens vous dire que je ne sais pas. Je vais apporter une parole de ce que j'ai pu retirer de certaines études, mais je n'ai absolument pas la science infuse et on ne sait pas tout aujourd'hui. Moi-même ne sais pas tout et certainement pas ce qui freine certaines personnes à être vaccinées. Donc je n'ai pas de leçons à donner. Je viens déposer des conseils, des avis, des observations qui pourront vous aider à poser un choix, mais je n'ai pas la science infuse et je ne prétendrai pas l'avoir ni aujourd'hui ni plus tard. Et le dernier mot-clé, c'est avec le « i » mis vraiment en exergue, donc je suis un optimiste et j'espère que cette soirée, comme le reste de ce qui sera délivré sur la Covid, nous vous amènera à avoir un avenir un peu plus serein. Donc c'est vraiment en espérant que ce qui sera délivré nous permettra de voir un avenir un peu plus serein.
Alors, pour parler de manière très factuelle, on va commencer par regarder cette carte du monde. La couleur n'a pas changé, en fait. Donc, j'ai repris celle du 8 septembre. Le taux de vaccination de par le monde est représenté là sur cette carte de la planète, où plus un pays est coloré, plus sa population est vaccinée. Donc, dans les États les plus vaccinés, l'Islande, par exemple, on a atteint 90% de la population vaccinée. C'est un des grands champions. Donc vous voyez des pays à coloration très intense, majoritairement des pays riches, et vous avez des pays pâles, voire très très pâles, mais qui sont des pays où la vaccination n'a pas du tout encore été mise à la disposition de la population. Alors en chiffres, ça donne quoi? En un mois, donc le 8 septembre, on avait 5,6 milliards de doses administrées, on a fait plus 17% à l'échelle de la planète, on est à 6,6 milliards hier. En termes de nombre de doses administrées quotidiennement, là c'est un peu tracassant. On était à un rythme de 30 millions de doses par jour le mois avant le 8 septembre. On n'est plus qu'à 23 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que les États qui n'ont pas d'argent n'arrivent pas à recevoir des doses et le financement ne suit pas. Ça a diminué par jour. Et en termes de pourcentage de la population vaccinés dans les pays à faible revenu, bien vous voyez qu'on était à moins de 2% le 8 septembre, on n'est qu'à 2,6% un mois plus tard, avec une progression de 31%, mais sur quelque chose qui reste vraiment très insuffisant. Alors, quelles sont les conséquences de cette inéquité d'accès à la vaccination? Alors, on a cette première illustration qui doit être lue en suivant d'abord les vagues de transmission du Covid qui sont reprises en bleu dans différents pays. Vous avez le Royaume-Uni, le Portugal, la Namibie, j'ai repris la Géorgie, la Malaisie et la Russie. Donc, vous voyez que la Covid a agi par vagues, des vagues successives. En parallèle de ces vagues de transmission du virus, on a les vagues en rouge qui sont le miroir parfait, moins d'intensité, il n'y a pas autant de mortalité, on est à une mortalité bien moindre par nombre de personnes infectées, mais on avait, avant la vaccination, la mortalité qui accompagnait les vagues de transmission du virus. Avec l'apparition et de la vaccination étendue dans les deux premiers pays, le Royaume-Uni et le Portugal, qu'a-t-on fait? On a coupé la courbe de mortalité. Vous voyez que la dernière vague en bleu, au Portugal et au Royaume-Uni, n'a plus été accompagnée d'une vague de mortalité. En tout cas, c'est en présence d'une vaccination de plus de 65% de la population à ce moment-là. C'était le 15 juillet. Dans les pays qui n'ont pas accès à la vaccination, Namibie, Géorgie, Russie, aujourd'hui Roumanie, Bulgarie, on a irrémédiablement toujours des vagues de mortalité associées à la Covid. Premier constat. Deuxième constat, c'est celui qui a été posé la semaine dernière par le CDC, donc qui montre quoi? Ici à l'échelle européenne, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, que la vaccination était beaucoup plus diffusée en Europe de l'Ouest. Les pays sont dans un vert beaucoup plus intense. En Europe de l'Est, vous êtes sur des verts pâles, voire du jaune, avec des taux de vaccination très faibles. Exemple, Roumanie, Bulgarie. Et voyez sur l'autre carte qui est colorée du orange vers le rouge, les taux de mortalité par million d'habitants. Et donc, on a l'extrême opposé. Donc, dans les pays bien vaccinés, à forte densité de vaccination, j'ai parlé de l'Islande tout à l'heure, vous voyez qu'il n'y a plus de mortalité quasiment dans ce pays. On est à 90% de vaccination. Dans des pays très peu vaccinés, Roumanie, Croatie, Bulgarie, Russie, on connaît des vagues de mortalité aussi intenses. Donc, il y a une situation d'engorgement du soin de santé encore dans ces pays aujourd'hui, des non-disponibilité d'oxygène, donc des personnes qui meurent parce que le système de santé reste engorgé. Alors revenons maintenant à l'échelle nationale. J'ai updaté un peu les données de la vaccination, comment elle a progressé en Wallonie. Donc l'adresse sous le dessous de cette slide, si vous revoyez cette conférence, vous permet de suivre, c'est tous les 48 heures que l'AVIC met à jour le pourcentage de vaccination par commune. Et vous voyez qu'en Wallonie, on a un dégradé, de nouveau un peu est-ouest, où l'est de la Belgique présente proportionnellement plus de communes à faible taux de vaccination. Alors si on regarde à l'échelle provinciale, c'est repris sur la droite de votre image, vous voyez que sur la population complètement vaccinée, on était à 70% en Brabant wallon le 8 septembre, on est passé à 71,4 aujourd'hui, c'était hier les données. En province de Liège, on n'a pas tellement progressé, on a fait un plus 1,8% depuis un mois. Au niveau des plus de 65 ans, qui est la population la plus à risque, on a des bons taux de vaccination, mais malgré tout,
légèrement inférieure sur l'est de la Belgique, en province de Liège, et sur la population des 18-64, qui sont peut-être un peu moins à risque, mais on a aussi cet écart. Alors, sur ça, je voulais quand même annoncer une donnée qui vient d'être publiée ce matin. Cette semaine, pour la première fois en Belgique, on a 6% de décès, dans les 75 décès de la semaine écoulée, qui sont des personnes entre 20 et 44 ans. Donc on a eu 6% de décès, alors que globalement, l'image, quand on n'avait pas de vaccination, c'était 0,5% de décès chez cette tranche d'âge-là. Ça veut dire quoi? Que même ces personnes qui pensent ne pas être à risque et se disent « je ne dois pas me faire vacciner parce que je suis en pleine forme, je vais faire une petite grippe », mais cette petite grippe peut virer à la catastrophe. 6% de décès dans les 75 décès de la semaine écoulée. Donc ça nous amène quand même à réfléchir et à ne pas privilégier uniquement la vaccination chez les personnes très âgées ou avec comorbidité. Alors je vais revenir un peu sur les objectifs visés par la vaccination assez rapidement, parce que je crois que c'est important de poser finalement pourquoi pense-t-on que la vaccination, que voulait-on viser comme objectif avec cette vaccination? Il y a deux grands objectifs. Le premier, c'est se protéger de la maladie, le Covid ou la Covid. En bon français, l'Académie française a tranché, c'est la Covid, causée par le virus SARS-CoV-2. Mais donc, on veut protéger contre cette maladie. Pourquoi contrer cette maladie? Et puis après, je montrerai l'intérêt de contrer aussi le virus. Bien, pour 4 grandes raisons, parce que malgré tout, et on ne peut pas banaliser cette maladie, ça reste une maladie grave chez 14% des sujets infectés. Elle entraîne, sur 100 personnes infectées, 14 personnes à l'hôpital. Elle va entraîner 5% des sujets infectés en soins intensifs, et dans ces 5% de personnes admises en soins intensifs, certains seront plongés dans le coma, seront mis sous ECMO, et certains décéderont. Les taux de décès ont augmenté avec les variants. On est avec un taux de décès qui a presque doublé maintenant avec le variant Delta par rapport au virus initial. Donc c'est une maladie quand même sévère. L'autre aspect pour lequel il faut vacciner, et pas seulement les personnes âgées, c'est que c'est une maladie qui donne des séquelles. Depuis les données que j'avais reprises ici, une étude dans Nature Medicine publiée mi-juillet, il y a 3 études qui ont été publiées la semaine dernière, une aux États-Unis, une en Israël et une au Royaume-Uni, montre que, globalement, chez les personnes toutes confondues, 50% des sujets n'ayant pas fait une forme grave, n'ayant pas nécessité d'hospitalisation, vont avoir des séquelles à 6 mois de Covid. Ces séquelles peuvent paraître parfois banales, une perte de goût, une perte d'odorat, mais vivre très longtemps sans goût et sans odorat, ça devient très handicapant. Il y a des séquelles beaucoup plus handicapantes, telles que des troubles du sommeil, troubles de la mémoire. On en rencontre chez nos étudiants pour le moment à l'université, des étudiants qui ne savent plus se concentrer, parce qu'ils ont fait le Covid l'année dernière. Donc c'est pas, et ça a été objectivé aujourd'hui dans 4 études indépendantes. L'autre aspect, pourquoi le vaccin est un cadeau, c'est parce que cette maladie virale, comme la plupart des maladies virales, et les médecins qui sont dans la salle pourront abonder sur ce sujet, ne sont pas bien prises en charge avec les antiviraux. L'antiviral, il vient après que la bagarre soit perdue. Le virus, il fait son dégât, et lorsqu'on utilise l'antiviral, on arrive trop tard. Il n'y a eu aucun essai basé sur des antivirales qui a montré une efficacité qui permettait de contrer, de couper vraiment le cours de la maladie. Ici, il y a un tout nouvel antiviral qui vient d'être admis aux États-Unis par voie orale. Ça permettra peut-être de changer la donne parce que ça pourrait être administré en première ligne chez le médecin traitant. C'est le molnupiravir, une molécule un peu barbare, mais qui peut-être a un espoir, mais si on ne l'administre pas dès les tout premiers jours du symptôme, donc dans les 48 premières heures comme le Tamiflu pour la grippe, ce sera trop tard. Donc les antiviraux, on ne peut pas espérer de grands bénéfices, on arrive après la bagarre, après que la guerre soit perdue. Compter sur l'immunité naturelle de population, ce n'est pas une bonne option. En Belgique, en novembre, on évaluait que si on laissait courir le virus, on aurait eu, après novembre, 70 000 décès additionnels. Donc l'immunité de population naturelle, si on est prêt à accepter 70 000 décès, tout âge confondu, on y va. Mais si on a envie d'autre chose, on va vers la vaccination. Et le dernier aspect, c'est que cette pandémie, comme toutes les pandémies, est associée à plusieurs vagues de conséquences. Donc vous avez ici représenté en 4 couleurs le mauve, le vert, le bleu et le rouge, les conséquences d'un virus pandémique. Alors la conséquence avec laquelle nous avons vécu, et qui est la plus visible, c'est la conséquence, la courbe
mauve, la première, qui sont les vagues de Covid, d'hospitalisation liées à la circulation du virus. Donc le virus lui-même entraîne des hospitalisations. La deuxième vague, c'est celle qui est due au fait qu'on n'a pas pris en charge des maladies qui devaient être prises en charge. Il y a eu plus de décès par infarctus l'année passée, des AVC qui ont été pris trop tard en charge. Le secteur de la santé n'a pas pu suivre comme il le fait d'habitude parce qu'il était occupé au four et au moulin par la Covid. La troisième vague, c'est l'interruption de traitement de maladies chroniques. Donc des personnes qui devaient suivre des revalidations en hôpitaux ont été interrompues dans leur revalidation et leur maladie a progressé plus vite. Donc ça, c'est les conséquences purement sanitaires. Alors la conséquence qui est la plus redoutable pour un virus pandémique, c'est la courbe rouge, qui est le trauma psychologique à l'échelle sociétale. Donc ça, c'est une vague que l'on connaît aujourd'hui. Les psychologues en parlent très bien. Ils continuent à être engorgés de patients qui sont dépressifs. La jeunesse a perdu un peu d'espoir. Et donc, si on veut couper les effets de cette pandémie, et que le vaccin permet de couper les autres vagues, ce trauma sociétal, ce trauma psychologique sera aussi coupé. Donc, le vaccin permettrait de couper cette courbe rouge. L'autre aspect de la vaccination, et les vaccins n'ont pas été développés pour ça, mais ils s'avèrent efficaces partiellement en conférant une protection virologique. Ils contrôlent relativement bien, pas totalement, mais relativement bien la circulation du virus. Et en contrôlant la circulation du virus, on va diminuer l'intensité et la rapidité des vagues, ce qu'on observe typiquement cette année. On a commencé avec un niveau d'infection virale en septembre à la rentrée qui était plus élevé que l'année passée, et la pandémie en Belgique connaît un plateau. Ici, cette dernière semaine fait un peu peur, c'est en train d'augmenter un peu plus que les dernières semaines, mais on est sur un plateau. L'année passée, au même moment, c'était hors de contrôle parce qu'on n'avait pas de vaccin. Alors, comment expliquer cet effet ? On va ici regarder deux populations dont la population du dessus serait pas du tout vaccinée, pas du tout, et celle du dessous serait vaccinée avec un vaccin qui est peu efficace pour contrer le virus. Il réduirait d'un tiers la transmission virale. En réalité, il réduit de plus d'un tiers. Mais comment le virus se comporte dans ces deux populations si une population n'est pas du tout vaccinée, en dessous, la population est vaccinée avec un vaccin pas tout à fait efficace. Après 4 générations d'amplification du virus, c'est un phénomène exponentiel, bien on voit quoi ? Que même s'il ne protège pas complètement, il crée une barrière. Cette vaccination crée une barrière qui fait que le phénomène exponentiel est coupé dans son exponentiel, en ne réduisant que d'un tiers la transmission virale. Donc cette donnée très visuelle est relativement parlante. Et quand on décide de se lancer dans une campagne vaccinale, bien entendu, que doit-on faire ? C'est étudier la sécurité de ce que l'on développe. Donc, dans l'évaluation de la sécurité du vaccin, je vais vous présenter maintenant des éléments qui nous ont amenés à mettre dans une balance l'effet attendu des vaccins, l'efficacité que l'on en attend sur la maladie, sur le virus, et les risques associés à cette vaccination. Donc, dans cette balance bénéfice-risque attendu de la vaccination, je n'ai repris que les vaccins qui sont aujourd'hui encore utilisés en Belgique. On ne vaccine plus qu'avec du vaccin à ARN. Le Johnson & Johnson, pour le moment, est en stand-by, à l'exclusion un peu des personnes de la rue à Bruxelles. J'ai entendu qu'on utilisait encore un peu du Johnson & Johnson, mais je pense que, par ailleurs, on n'a plus que du vaccin ARN provenant de chez Moderna, très peu, parce qu'ils sont en difficulté de production. Ils ne suivent pas pour les pays vers lesquels ils doivent livrer, donc on a majoritairement du Pfizer. Donc dans cette balance, que va-t-on retenir ? Que d'un point de vue efficacité, ces vaccins se montrent, vous avez les pourcentages là, efficaces envers la maladie, efficaces envers l'hospitalisation et efficaces envers la transmission virale. Alors, les niveaux d'efficacité, en effet, diminuent par deux effets, parce qu'on a un certain temps depuis la vaccination. Les premières personnes très à risque ont été vaccinées en Belgique en décembre, janvier, février. Ça fait déjà maintenant 9-10 mois parfois. Donc on a une perte d'efficacité au cours du temps. Ce n'est pas exceptionnel pour un coronavirus. L'immunité envers les coronavirus, dans les modèles animaux, on le sait, n'est pas très durable. Donc on a l'effet du temps et on a l'effet de l'évolution du virus. Le virus Delta est plus virulent et donc les vaccins protègent moins contre la maladie causée par le virus Delta. Envers l'hospitalisation, on était parti d'une efficacité redoutable, 99 à 100%.
Ici, avec le virus Delta, on est tombé à des pourcentages d'efficacité de 75 à 88%. On voit les médecins sont obligés d'envoyer parfois des infections de percée, donc des personnes vaccinées qui font une infection à l'hôpital, ça arrive, mais nettement moins que chez les non-vaccinés. On reste quand même dans une protection de 3 patients sur 4, au moins. Et envers l'infection, on avait une très bonne efficacité envers la transmission, 80 à 90% au début de l'épidémie, et au début de la vaccination, on est encore à des niveaux d'efficacité qui flirtent autour des 60% aujourd'hui. Ça, ce sont les études si les personnes intéressées peuvent aller lire les études dans lesquelles vous pouvez décrypter la synthèse que j'ai faite. Donc, qui a été réalisée par la Haute Autorité Sanitaire en France à la mi-septembre, si mes souvenirs sont bons. Non, publié le 23 août, ça. Alors, ceci, c'est un élément que j'amène un peu pour tempérer le propos « Ah, mais même vacciné, j'ai eu un test PCR positif ». En effet, dans les infections percées, tous les points que vous voyez sur ces graphes, ce sont des tests PCR positifs, faits chez 5 personnes au-dessus vaccinées ou 5 personnes non vaccinées en dessous. Donc vous avez la comparaison d'une maladie à Covid chez des personnes qui ont accepté d'être prélevées pendant 12 jours consécutifs, alors qu'on identifiait la maladie et le virus au jour 1. 5 étaient vaccinées, elles sont au-dessus. 5 étaient non vaccinées, elles sont en dessous. Alors que voit-on? Que d'un point de vue PCR, on détecte du virus souvent et parfois à des taux élevés chez les vaccinés comme chez les non vaccinés. Le résultat quand même très intéressant de cette étude, c'est qu'en parallèle du test PCR, ils ont évalué la présence de virus infectieux, donc la contagiosité des patients. Et que voit-on dans ce résultat? Que sur les personnes vaccinées, une seule personne a présenté du virus contagieux au jour, là c'était un peu particulier, 8, 10, 11 et 12. Je n'ai pas l'âge des patients, enfin c'est une étude où les personnes sont tout à fait anonymisées. Je ne sais pas ce qu'a cette personne comme maladie particulière, elle peut être totalement immunodéprimée, donc elle n'a pas contrôlé le virus infectieux. Mais les autres, non, on n'a pas isolé de virus infectieux chez elles, même si elles étaient positives en PCR. Alors que chez les non-vaccinés, et ici c'était des newly vaccinated, donc des gens qui venaient d'avoir une première dose, eh bien, ces personnes-là ont des PCR et du virus infectieux présent de nombreux jours. Chaque fois que vous voyez une barre en ton gris, là, c'est qu'on a isolé du virus infectieux chez elles. Et dans l'étude, ils montrent une différence très, très significative de la présence de virus infectieux chez les vaccinés qui n'en présentent quasi pas par rapport aux vaccinés, aux non-vaccinés qui en présentent beaucoup plus. Ça, c'était pour l'efficacité. Pour la gestion du risque, qu'a-t-on fait pour mesurer le risque de commencer à utiliser des vaccins? Eh bien, on a réalisé des dossiers d'enregistrement très rigoureux pour aboutir à des vaccinations à large échelle. Toutes les phases d'enregistrement ont été respectées dans ces dossiers. De nombreux arrêts, et il y a une question qui nous est parvenue là-dessus, ont eu lieu. Ces arrêts, c'était soit par manque d'efficacité, soit par défaut de sécurité. Et vous allez le voir, il y en a de nombreux projets qui ont été arrêtés. Les tailles des cohortes sur lesquelles on a testé ces vaccins sont considérables. Je vais vous présenter les chiffres. Et certains effets secondaires qui n'avaient pas été repérés pendant les phases 3 ont été repérés pendant la phase de pharmacovigilance, quand le vaccin a été utilisé, ce qui a amené les agences régulatoires à stopper la vaccination, par exemple, de la personne jeune avec les vaccins adénovirus pour le risque de thrombose. Donc la pharmacovigilance a marché. Et je vais vous présenter un cas concret, une objectivation de ce risque dans l'évaluation du risque de myocardite chez le jeune homme. Alors ça, cette illustration montre quoi? Que sur le graphe du dessous, vous avez toutes les phases qui doivent être réalisées pour aboutir à un enregistrement de vaccin avec un code couleur. Que fait-on quand on a le temps, qu'on n'a pas un virus pandémique aux fesses? Bien, on les fait les unes après les autres et comme dans toute chose, l'administration perd toujours énormément de temps. Lorsqu'une phase a eu lieu dans un laboratoire, l'agence de régulation analyse pendant parfois 1 an les résultats avant de passer à la phase suivante. Donc ça prend en général 5 à 10 ans. Ici, parce qu'on avait une pression par rapport à la pandémie, on a réellement écourté le temps en faisant quoi? En analysant en direct les données de chaque phase. Donc les données étaient analysées en direct et on pouvait enchaîner avec la phase suivante, mais vous les retrouvez toutes. Et on a même d'ailleurs commencé à produire du vaccin avant que ce ne soit complètement fini le dossier d'évaluation, pour que dès que
la dernière phase, la phase 3, soit finalisée dans son évaluation, le vaccin soit prêt à être distribué dès le mois de décembre l'année passée. Mais toutes les phases ont été respectées. Ce graphe-ci montre quoi? Que sur, ici, si mes souvenirs sont bons, c'était 192, 216, 166. Pourquoi est-ce que j'ai 92 en tête? Sur 166 candidats vaccins, seuls 19 avaient continué leur chemin en cours de route. Donc il y a énormément de projets qui ont été arrêtés. Ceux qui ont pu continuer leur chemin étaient repris en bleu et certains ont été arrêtés depuis lors. GSK, le CureVac, a été arrêté, il était en bleu à ce moment-là parce qu'il manquait d'efficacité, celui-là. Ceci, c'est sur les tailles des cohortes que nous montre cette illustration, bien que pour chacun des vaccins qui ont été utilisés dans les populations, les cohortes sur lesquelles on a fait les phases 3 étaient considérables, entre 30 et 40 000 personnes. Certains essais, c'était 20 000, mais si vous faites la somme des deux AstraZeneca, vous avez 50 000 personnes en phase 3, 30 000 plus 20 000, donc c'était 30 000 à 50 000 personnes par vaccin en phase 3. C'est énorme. Et avec ces tailles de cohorte, bien, on a la possibilité de repérer des effets secondaires très rares. La chance, la malchance de rater un effet secondaire rare devient très très faible lorsque vous avez ces tailles de cohorte. Donc vous êtes quasi sûr de repérer des effets secondaires si vous avez des grandes tailles de cohorte. Et on va comparer à ce qui se fait d'habitude. Pour le Covid, on a été plus rigoureux que pour les autres vaccins qui sont administrés à nos enfants ou à nos adultes. En général, les phases 3 concernent 5 à 7 8 000 personnes. Donc on a une moyenne ici dans les bases de données de 6 700 personnes enrôlées dans des études de phase 3. Ici, on était sur des tailles de cohorte de 20 000 à 50 000 personnes. Objectivons maintenant ce risque vaccinal dans un cas très très concret qui est la myopéricardite. Donc c'est une inflammation qui concerne le muscle cardiaque pour la myocardite ou l'enveloppe du cœur, la péricardite, parce que cet effet secondaire a été repéré dans la phase de pharmacovigilance lorsqu'on a utilisé le vaccin à large échelle dans la population jeune. Alors si on veut objectiver cet effet secondaire, on doit faire quoi? En premier lieu, regarder la prévalence de la maladie dans la population. Donc c'est une maladie qui existe dans la population. On rencontre 10 à 20 cas de myopéricardite par 100 000 habitants par an, en général chez le jeune homme. C'est souvent une séquelle d'infection virale et plusieurs virus peuvent donner ce type de manifestation. Ça, c'est en l'absence de Covid, en l'absence de vaccin. Alors, quels sont les cas imputables à la vaccination? Il y a plusieurs études. Cette donnée-là, elle datait de septembre 2021. Cette semaine, il y a un article qui est sorti dans Nature qui dit qu'en gros, donc je vais relire celle-là, c'était 12,6 cas par million de deuxième dose chez le jeune homme de 12 à 39 ans. Maintenant que ça a été objectivé également en Israël, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on arrive à 1 cas sur 50 000 jeunes hommes de 12 à 40 ans. Donc 1 cas sur 50 000. Et si on compare ce chiffre de 1 cas pour 50 000 au risque accru de faire une myopéricardite suite à la maladie, si on laisse courir la Covid dans une population jeune, on se rend compte que la maladie devient 16 fois plus fréquente, le risk ratio donc, est 16 fois plus important pour une personne qui fait le Covid que pour une personne classique de la population. Alors que le risque de faire cette myopéricardite suite à la vaccination, lui, n'est que de 3,2 fois plus important. Donc la maladie apparaîtra beaucoup plus fréquemment si on laisse courir le virus dans la population que si on vaccine. Maintenant, le risque n'est pas nul. On augmente légèrement le risque, mais il faut comparer les choses comparables. Et donc ça, c'est la donnée chiffrée qui montre que même chez le jeune, chez le moins de 16 ans, le risque ratio est de 32 fois plus important de faire cette myopéricardite. Donc, à l'issue de cette présentation, bien, la balance bénéfice-risque de la vaccination contre la Covid plaide en faveur d'une efficacité de ces vaccins et montre que les effets secondaires ici ne sont pas nuls, mais sont mesurés et ne permettent pas de détruire le projet de vaccination. Alors, en termes de conclusion, j'avais repris ces questions qui étaient ouvertes à la fin novembre 2020, au moment où on n'avait pas encore commencé à vacciner de manière massive. On ne savait pas si les vaccins à ce stade-là seraient efficaces pour réduire la transmission virale. On ne savait pas s'ils induiraient une immunité stérilisante, donc bloquer complètement le virus.
On ne savait pas quelle était la durée de la protection. On ne savait pas si les infections allaient se reproduire chez les personnes immunisées, si elles seraient graves. Et on ne savait pas si la circulation du virus allait reconnaître des épisodes saisonniers à répétition, chaque hiver. Et on ne savait pas si des variants allaient être favorisés par la vaccination. Il y a au terme de 6,6 milliards de doses administrées, on peut dire que oui, la vaccination est efficace pour réduire la transmission virale, même si ce n'est pas à 100%, mais même avec des efficacités relativement faibles. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré 30% d'efficacité, on contrôle correctement la transmission du virus dans une population. Stérilisante, elle est stérilisante chez 2/3 des patients avec le variant Delta. Donc 2/3 des personnes ne sont pas infectées, donc pas toujours. La durée, ça c'est une question qui reste très en suspens. Il y a eu hier 2 études intéressantes dans Science et dans Nature qui montrent que les durées autour de 8 mois restent très satisfaisantes dans une population en pleine forme, donc pas chez les immunodéprimés, 8 mois pour l'immunité vaccinale. Ça ne veut pas dire qu'à 9 mois, il n'y a plus rien, mais à 8 mois, il reste quelque chose de solide. Est-ce que des infections peuvent se produire chez la personne immunisée? Oui. Sont-elles graves? Très peu de cas de réhospitalisation, pas nul, mais beaucoup moins en tout cas que chez les non-vaccinés. De la circulation virale va-t-elle continuer? Oui, elle continuera puisqu'on n'a pas une immunité stérilisante complète. Et des variants d'éviction, à ce jour, il n'y a pas d'évidence que la vaccination en sélectionne. Voilà. Alors maintenant, il y avait des questions qu'on a reçues. On en a reçues par email et une première série ici. Je ne sais pas de quelle manière nous allons procéder. Mais voilà, où la parole est d'abord peut-être aux personnes dans la salle. Et je vais peut-être retirer ceci. Ben voilà, ben merci en tout cas pour cet exposé clair qui amène énormément d'éléments, qui nourrit nos connaissances et qui nous permet de prendre un peu du recul par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut lire, tant sur les médias, tous les types de médias. Et donc, voilà, ça permet d'au moins d'avoir une base de réflexion sereine. Et ben oui, donc on va passer à des questions-réponses. Moi, je propose peut-être, parce que la première question, c'est toujours la plus difficile, ben moi j'en ai une, donc je vous propose de vous la poser, et puis ben alors on verra si dans le public il y en a d'autres, et puis on enchaînera avec les questions qui ont été récoltées à l'avance. On parlait ici dans le petit résumé de la durée, d'efficacité. Donc c'est à l'étude, enfin voilà, on verra bien combien de temps ça dure, mais alors où la 3e dose arrive, est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de tester individuellement le taux d'anticorps chez les personnes avant d'administrer cette potentielle 3e dose ou pas, voilà. Et donc ça, on pourrait le faire, mais c'est irréalisable. Donc la seule méthode qui permettrait de définir si vous devez être, si vous devez être éligible pour un rappel de vaccination, c'est une technique qui s'appelle la séroneutralisation, qui est très efficace, qui marche en contexte expérimental, si on doit en faire 30 par jour, mais qui demande énormément de manutention. Elle n'est pas généralisable sur des machines. Et comme cette technique, elle est longue par ailleurs, le résultat met 5 jours en laboratoire avant d'être lu par le laborantin qui doit en plus l'encoder. Donc il n'y a pas de séroneutralisation à large échelle. Et donc comme on n'a pas de test automatisable qui est développé, les ELISA ne permettent pas de prédire le niveau d'immunité, on n'y arrivera pas. Et on ne l'a pour aucune autre maladie, donc ce n'est pas lié à ce virus-ci. Donc on se fiera aux résultats des études qui nous diront ce sera dans les populations à risque tous les ans, peut-être. On arrivera peut-être à cette recommandation-là, de devoir subir une revaccination annuelle comme pour la grippe. Et je ne serais pas étonné pour un virus par infection respiratoire, si on conserve une administration systémique, qu'on en arrive en tout cas avec les vaccins actuels, à une revaccination tous les ans. Maintenant, on a présenté tout à l'heure des essais vaccinaux en cours. Il y a 2 designs vaccinaux très prometteurs qui sont administrés par voie nasale. Et si on aboutit dans ces projets vaccinaux-là, on aura des immunités beaucoup plus protectrices à la porte d'entrée du virus, qui, elles, seront probablement plus durables. Mais là, c'est encore... on est en tout début de phase clinique aux États-Unis sur 1. On n'a pas les données aujourd'hui, donc tant qu'on ne les a pas, je dirais qu'on fera probablement une revaccination sur base du constat de terrain et des données qui semblent apparaître. Moi, j'entends les collègues, il me semble qu'on s'oriente vers une revaccination annuelle à ce stade-ci.
Probablement. Je vais peut-être mettre une petite précision, parce que quand on dit est-ce qu'on ne pourrait pas doser des anticorps, hein, c'est surtout ça pratiquement. C'est vrai qu'on dose des anticorps dans le sang, des anticorps IgG, mais ça n'a aucune pertinence pour dire que vous êtes immunisé ou pas. Vous avez fait ou vous avez eu le vaccin, ce sont les mêmes anticorps d'ailleurs qui sont dosés. On ne sait pas faire la différence entre une immunité naturelle ou vaccinale, mais ça ne veut pas dire, le taux ne nous permet pas de dire si on est encore protégé ou pas. Donc ça veut dire qu'on se baserait sur de fausses idées. Donc ce n'est pas une bonne chose que de doser les anticorps chez tous nos patients. Ça coûte très cher d'ailleurs, et puis ce n'est pas suffisant pour donner une valeur de l'immunité de la personne elle-même. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des anticorps, pour ce qu'on dose des anticorps? Souvent parce que parfois on peut avoir des tests PCR. Je dois rappeler que le test PCR n'est pas la détection du virus vivant, mais d'une partie du RNA du virus. Et donc ça veut dire que parfois on a des tests PCR négatifs alors qu'on a vraiment des cliniques qui sont Covid, quoi. On se dit, il y a un problème, et là on peut doser des anticorps et dire, ben voilà, on voit quand même des anticorps présents, donc on peut s'orienter vers une classification maladie Covid. Donc il y a beaucoup de gens qui demandent dans les cabinets médicaux, puisque nous sommes sur le terrain, est-ce qu'on ne pourrait pas doser mes anticorps pour voir si je dois faire la 3e dose? Ça n'a aucune valeur, on ne peut pas se baser là-dessus en tout cas. D'accord, merci. Voilà. Eh bien, je vais voir si dans le public il y a une question, peut-être. Oui, parfait. Lorsque le premier vaccin à mRNA a été créé, la firme avait dit qu'il était relativement simple de retravailler ce vaccin. Et donc la question, c'est pourquoi n'est-il pas, à ma connaissance en tout cas, retravaillé pour être vraiment basé sur le variant qui est le variant principal actuellement. Donc quand ça a été le variant anglais, ben voilà, sur le variant anglais. Et ici, le variant Delta, puisque actuellement, il y a quand même plus de 98 ou 99% de variants Delta dans nos pays. Donc ils l'ont fait, Moderna et Pfizer l'ont fait au printemps, mais ils ont updaté pour le variant Beta et pour le variant Gamma. Donc les données de circulation en Afrique du Sud, et ce variant, cette Beta, est arrivé au Royaume-Uni, montraient qu'il était très compétitif, le Beta. Donc c'est ce qu'on appelait le variant sud-africain à ce moment-là. Et le variant Gamma, c'est le variant brésilien. Ils avaient updaté la valence, mais en fait, ces variants, étonnamment, alors qu'ils étaient à peu d'éviction, étaient moins transmissibles que le Delta qui est apparu. Lui, donc c'est apparu, ça a été une flambée extraordinaire en Inde. Il est arrivé très rapidement sur la planète en entier. Mais donc, ce qui a été fait pour le variant Beta et Gamma, ça s'est avéré inutile. Donc ils n'ont pas pu le transmettre. Je n'ai plus suivi si ils sont en train de travailler, je serais étonné qu'ils ne le fassent pas, sur l'update du variant Delta. Mais non, c'est clair que vous demandez aux gens de mon laboratoire de le faire. Changer la séquence de l'ARN, c'est très facile. La difficulté, c'est toujours d'arriver après à produire des millions de doses. Vous avez vu tout à l'heure 23 millions de doses et je vous ai dit que c'était trop peu. Et donc il faut suivre, arriver à produire ça. Et donc, si on change une séquence dans un laboratoire, après, il faut, dans la chaîne de fabrication, transmettre cette nouvelle information dans les matrices qui servent à faire la production. Et donc, je ne sais pas où ça en est, mais clairement, ce n'est pas compliqué. Donc, ce n'est pas un grand challenge. Et je vais quand même prendre quelque chose que l'on connaît tous, la polio. Donc, si vous êtes dans cette salle et que vous vivez en société, vous êtes vacciné contre la polio. C'est la dernière vaccination obligatoire en Belgique. La vaccination polio a connu des updates, donc les variants polio sont aussi apparus, et donc on a changé les valences contre la polio. On n'a plus du tout de P2 chez nous, il n'y a plus aucun chez nous, mais donc la P2 n'a pratiquement que circulé en Afrique. On a dû utiliser du P2 en Afrique, on a utilisé du P1, P3 en Europe et en Asie. Donc ça se fait et ça se fera. Maintenant, sur le variant Delta, je ne peux pas vous répondre si c'est dans les tiroirs ou pas. Voilà. Oui. On s'est posé au début, dois-je me faire vacciner ou pas? Quand on se pose cette question, on va souvent chez le médecin traitant. Et quels sont les éléments que les personnes souhaitent savoir? Pourquoi se faire vacciner ou pas? Et il y en a encore qui se posent beaucoup de questions parce que
qu'est-ce qu'il y a comme séquelles plus tard. Enfin, il y a des personnes au niveau de la stérilité, etc. Et deuxième question, êtes-vous pour la vaccination obligatoire? Et quels sont les éléments que le médecin va donner pour que la personne se vaccine? Je vais d'abord laisser répondre le médecin, puis après, moi, je veux bien répondre sur l'aspect stérilité. Oui, la première question, c'était ce qu'on entend. Oui, les questions que nos patients nous posaient. Je pense que la première chose, évidemment, et c'est partout pareil, c'est la peur de l'inconnu. Donc ça veut dire qu'on part d'un virus qu'on ne connaît pas. Hein. Donc nous-mêmes, nous avons eu du mal à avoir des informations claires et ce n'est pas toujours facile puisque ça évolue. M. Melkens disait au début, nous ne connaissons pas tout, et c'est vrai qu'on connaissait encore moins au mois d'avril 2020. Et donc, quand on a parlé de vaccination, avec cette méthode que nous n'utilisons pas encore, nous, dans nos cabinets, mais qui est une méthode étudiée depuis 30 ans, hein, ça a valu quand même un prix Nobel, et donc c'est quelque chose qui était difficile d'appréhender pour nos patients. Si nous-mêmes, nous n'avions pas de connaissances parfaites, c'est difficile de dire aux patients, écoutez, allez-y sans problème. Donc, il a fallu qu'on étudie, il a fallu qu'on apprenne, et alors, les gens étaient vraiment dans la crainte. Je crois que c'est la première chose, c'est la crainte. Une petite partie de la population a réagi avec beaucoup de... Moi, je trouve que c'est de l'humour, hein, mais là, le complotisme est assez étonnant. Enfin bon, ça a été utilisé d'une autre façon. On peut en revenir, mais pour moi, c'est plus politique que scientifique, hein, tous ces problèmes qu'on voit dans les réseaux et dans certains médias, et chez certains hommes politiques, surtout en France. Mais dans nos cabinets, on a commencé à d'abord étudier. Nous, je me souviens qu'à l'AGEF, par exemple, nous avons eu une réunion en vidéoconférence avec un verviétois qui est spécialisé en RNA messager et qui habite aux États-Unis. Il nous a fait cette conférence fin de l'année dernière. Et donc, ça nous a permis de mieux comprendre, de mieux appréhender et de pouvoir transmettre une connaissance plus pointue du problème des RNA messagers qui était déjà étudié, comme je le dis, depuis des années, hein, puisque il y a eu des essais cliniques sur certaines bases de RNA messagers. Donc les gens, la peur. À partir du moment où on peut expliquer clairement les choses, ça se précise, c'est déjà une bonne prise en charge, je dirais. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il faut vraiment se faire vacciner? Beaucoup de gens ont dit, on a réduit le risque. On a dit, écoutez, ça touche 0,2 pour 1000 patients. 0,2 pour 1000 habitants, c'est rien, quoi. C'est pas grave, les gens peuvent mourir, c'est des gens en plus âgés. On a entendu ça, hein, on a entendu vraiment des choses comme ça. Donc on a minimisé. À partir du moment où on dit, attendez, ça va vous toucher, à un moment donné, vous allez voir, dans votre famille, vous allez voir. Et en effet, au mois d'avril, avril de l'année dernière et octobre, quelle est la famille qui n'a pas eu un cas? Presque tout le monde a été touché par un cas. Et puis donc là, les gens ont commencé à réfléchir, oui, c'est peut-être pas si anodin que cela. Et puis quand on a parlé alors des effets à long terme du virus lui-même, les gens ont dit, oui, écoutez, c'est vrai, comme on le disait tantôt, perdre le goût et l'odorat, c'est pas très grave, on vit toujours. Sauf que moi, j'en ai encore ici, ils me disent, j'ai une transformation du goût, c'est vraiment parfois un peu déplaisant, quoi. Donc socialement, ça devient déplaisant. Sans parler des fatigues à long terme qu'on minimise, mais qui sont bien là, des troubles de la mémoire. Et ça, c'est le virus, je ne dis pas le vaccin. Et donc, après, on a commencé à faire un peu la balance, comme on dit toujours, bénéfice-risque. Écoutez, voilà, nous, on a des données. Il y a quand même, moi, j'ai vécu des drames dans certaines familles où le couple est parti rapidement à l'hôpital, il n'est jamais revenu, quoi. Ça marque quand même le médecin qu'on est, on a l'habitude, mais ça reste quand même marquant. Donc, on parle comme ça au patient, on essaye d'évoquer avec lui la réalité des faits et pas la réalité des réseaux sociaux, la réalité des faits. Je crois que là, on est déjà plus convaincant, certainement. Et je crois que le fait de prendre le temps de discuter comme cela, on a convaincu certaines personnes. Il y aura toujours des irréductibles qui ne veulent même pas faire vacciner leurs enfants. Hein. S'il n'y avait pas la polio obligatoire en Hollande, il y a eu des cas de polio parce qu'il y avait, je pense, c'est pas une secte, mais en tout cas une association qui ne voulait pas faire vacciner. Il y a eu des cas de polio il y a quelques années, avec mort d'enfants. Donc, il y a des gens qui disent la vaccination en général, etc. Ceux-là, ça va être difficile de les convaincre. Mais tous les autres, je crois franchement que la première chose, c'était la peur. Je ne parle même pas de la peur de la piqûre, pour certains, si, mais pas pour tout le monde, mais la peur de l'inconnu.
On pourrait comparer ça, quand des réfugiés viennent dans un coin, on dit la peur de l'inconnu. Hein. C'est classique aussi. Alors la deuxième question, l'obligation. Est-ce que c'est vraiment un médecin à répondre à cela? Ça, c'est une stratégie politique. Alors, moi, je suis pour, non pas la vaccination obligatoire, mais évidemment sur base volontaire. Mais à partir du moment où vous avez un risque de la population générale, est-ce que ce n'est pas le devoir d'homme politique d'interférer contre ce risque? Et si on doit passer par une obligation, est-ce que ce n'est pas le devoir de l'homme politique? Moi, évidemment, je me dis, si les gens comprennent bien que c'est pour eux, pour leur entourage, pour l'ensemble de la population dans laquelle on vit, qu'il faut se vacciner, mais l'obligation, il va y avoir vraiment de la tension, ça va être très compliqué, quoi. Mais voilà, il y a un risque majeur quand même. Je vous rappelle quand même que si nous sommes là, c'est parce que nous vivons en société, et que si l'Homo sapiens a pris le devant sur l'homme de Néandertal, c'est parce qu'il a su se mettre en société. Il était plus fort en société que l'homme de Néandertal tout seul, et on continue comme cela. Hein, c'est une chronique qui va continuer, et que certaines disparitions de culture ou de civilisation, c'est parce qu'ils n'ont pas été prêts à s'adapter au changement. Et ici, si on ne s'apprête pas à se changer face à ce qui arrive, la pandémie, on risque d'avoir des gros soucis. Donc voilà, l'obligation, moi je ne le ferai pas personnellement, mais je peux comprendre, à un moment donné, il y a des décisions politiques qui peuvent se faire. Est-ce qu'il faut obliger tout le monde? Ça, c'est un autre débat scientifique aussi. Hein. C'est dommage qu'on oblige peut-être les enfants, qu'on obligerait les enfants à se vacciner, parce que pour protéger les personnes plus âgées qui ne se sont pas fait vacciner. C'est un peu dommage. Ça. Je pense que les personnes les plus à risque, ça devrait être un bon sens de se faire vacciner. Quand on voit les chiffres actuellement, l'année dernière, on était à moins de cas PCR positifs que maintenant. Hein. Cette année, on est à des cas, c'est monstrueux presque. Hein. Dans la région germanophone, c'est le champion du monde pour l'instant. Hein. Et pourtant, même si on est un peu sous tension dans certains hôpitaux au niveau soins intensifs, on n'est pas comme l'année dernière. Hein. L'année dernière, on refusait du monde au mois d'octobre. L'année dernière, si vous vous souvenez bien, on a dû avancer les congés ou prolonger les congés de tout ça. Moi, j'aurais voulu les avancer, mais ils ont reculé, je crois. Parce qu'il y avait une telle proportion de cas qu'on a dit stop, on arrête tout. Quoi. C'était la panique. Ce qu'on ne trouve pas pour l'instant, alors que je peux vous dire, dans un cabinet médical actuellement, j'ai 4, 5, 6 cas positifs tous les jours. Voilà. Sur une des craintes, je vais peut-être en revenir sur deux, donc sur la stérilité qui est revenue énormément sur les réseaux sociaux et ça a circulé, c'est sur base de deux commentaires de scientifiques. Je ne sais pas, oui, scientifique c'est un grand mot pour eux parce que non, mais sans les dénigrer. Donc, c'est des personnes qui ont un titre, ils ont un jour fait des grandes études et ils ont obtenu un poste renommé. Donc, c'est une personne au CNRS en France, l'autre, je ne sais pas où elle travaille, c'est une généticienne française. Et donc, ces deux personnes-là ont, sur base d'un constat un peu savant, donc ils ont identifié que dans la protéine que vous connaissez tous qui forme des tulipes à la surface du virus, hein, c'est joli, hein. Coronavirus, ça fait une couronne de protéines qui sont d'ailleurs la base du vaccin, cette protéine. Enfin, c'est l'ARN qui produit cette protéine qui est à la base du vaccin. Donc cette protéine fait 1200 morceaux. C'est 1200, prendriez 1200 touches de l'ordinateur ici, vous les assemblez, vous obtenez la protéine. Dans ces 1200 morceaux, il y a 4 lettres, 4 lettres, qui sont communes à une protéine qui nous aide à faire notre placenta. 4 sur 1200. Et parce qu'il y avait ces 4 motifs communs, ils ont dit « Oh là là, attention, on pourrait immuniser ». Alors que ça n'a aucun sens scientifique. D'un point de vue immunitaire, ça n'a aucun sens. C'est comme, j'en parlais l'autre jour, si je vous donnais 2 livres, un de Marguerite Yourcenar et un de Dostoïevski, et vous trouvez 2 fois le mot « dent » dedans. C'est le même livre, on va le détruire parce que... Enfin non, ça arrive tout le temps qu'on trouve 4 lettres les mêmes dans 2 protéines qui font 1200. La protéine placentaire fait un peu moins de 1200, mais elle attaque à 900 lettres aussi. Donc c'est la vie, on retrouve des motifs communs. Donc il n'y a aucune base scientifique sur ce débat-là. Et donc que ce soit chez la femme pour empêcher
la placentation. Et d'ailleurs, il y a une étude aux États-Unis qui a montré que la femme enceinte vaccinée, ça a été fait sur 2000 femmes enceintes vaccinées versus des femmes non vaccinées, donc la protection était très élevée chez les femmes vaccinées. Il y a des cas de Covid très graves chez la femme enceinte, c'est-à-dire des facteurs de risque de faire une forme grave. Donc elle est tout à fait bénéfique chez la femme enceinte. Et cette étude a montré qu'il n'y avait pas eu du tout plus de fausses couches, qu'il n'y avait eu pas d'interruption de grossesse, pas d'avortement, pas de conséquences sur les fœtus nouveau-nés. Donc il n'y a aucune objectivation de cette pseudo-théorie. Et par ailleurs, c'est tout à fait bénéfique de vacciner la femme enceinte. Et que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans, enfin, les jeunes filles, les jeunes filles pubères ou non pubères peuvent se faire vacciner. Il y a eu un essai vaccinal aujourd'hui fait sur des enfants de 5 à 12 ans aux États-Unis. On n'a pas noté plus d'effets secondaires non plus. Donc voilà. Je vois dans les effets secondaires ou dans les craintes, il y a en effet la fertilité qui était en question. Et ici, sur les questions qu'on a reçues, une autre crainte, donc la question, c'est certains médecins déconseillent de vacciner les jeunes sportifs, car le vaccin risque de causer une inflammation du cœur. Qu'en est-il? Est-ce exact? Mais je l'ai évoqué, oui, elle est exacte. Donc vous augmentez votre risque par rapport à... il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un jeune homme dans la salle de 12 à 39 ans? Je ne crois pas. Mais donc, s'il y avait, et sportif, un jeune homme dans la salle ici, donc il a, si on en met dans la salle, c'était 100 000, hein, c'est ça, m'a donné, je ne l'ai plus en tête, là. Le risque chez le jeune, c'est 100 000, oui, voilà. Donc, si vous en prenez 100 000 des jeunes garçons de 12 à 39 ans, 10 à 20 par année feront une péricardique, une inflammation du cœur. Ça, sans Covid, sans vaccination. Vous augmentez ce risque d'un facteur 3,3 en vous faisant vacciner. En ne vous faisant pas vacciner, et comme le virus continue à circuler, vous augmentez le risque chez ceux de moins de 16 ans de 32 fois de faire une inflammation du cœur s'ils font le Covid, et ceux de plus de 16 ans, 16 fois. Oui, donc il y a une recommandation. En fait, le problème quand on vaccine, c'est qu'il y a une réaction inflammatoire. Ce n'est pas lié directement au virus, mais à l'immunité. Et que si vous faites un effort un effort important, mais c'est valable pour d'autres choses, je vais donner des exemples après, vous pourriez avoir une faiblesse cardiaque plus importante. Donc ça veut dire, par exemple, on a tous en tête des gens qui sont morts dans un jogging. Mais si on prend un petit peu les antécédents, on s'aperçoit que la semaine avant ou quelques jours avant, ils ont été traités pour une maladie infectieuse. Et ça arrive fréquemment que des jeunes commencent à faire un sport un peu intensif, puis ils ont une petite angine, une petite pharyngite, ils disent « oui, mais ma préparation pour mon marathon, c'est capital, j'y vais quand même », et bouf. C'est parce que ça peut arriver avec d'autres infections virales. Ça affaiblit le cœur au niveau du myocarde ou du péricarde. Et donc, concrètement, si vous voulez une réponse, moi je dis non, il ne faut pas ne pas vacciner. Il est préférable de vacciner même le jeune sportif s'il veut notamment se garantir une carrière de sportif à long terme, parce que faire un Covid qui vous donne des palpitations cardiaques, dans les séquelles des Covid longs, il y a 8% de sujets qui font des palpitations cardiaques, et là il y a 8% de jeunes hommes qui font des palpitations cardiaques après 6 mois. C'est encore bien plus invalidant que de se mettre pendant 10 jours en entraînement light. Donc, voilà. Une précaution pour les sportifs. Une précaution, ne pas... mise au repos. C'est ça. Mais je dois vous dire quand même que dans nos centres, nous avons quand même vacciné des sportifs professionnels. Et il n'y a pas eu de problème du tout. Pour les Jeux Olympiques, ils étaient tous vaccinés et on n'a pas eu des contre-performances monumentales. Je n'ai pas vu les JO de Tokyo comme les JO ratés de l'histoire. Enfin, on n'a pas vu un gros fiasco à cause de la vaccination Covid sur le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres. Non, on n'a pas eu de décès. C'est QFD et on n'a pas eu de décès. Mais non, voilà, c'est une sagesse, je crois, à bon sens, lorsqu'on est malade ou qu'on subit une petite intervention. Et c'est vrai que ce n'est pas, vous l'avez été, ceux qui ont été vaccinés dans cette salle. Moi, j'ai été groggy pendant 24 heures après la 2e dose. Voilà, j'ai bien dormi mon samedi. Et puis c'est tout. D'autres, ça aurait été 2-3 jours. Mais c'est vrai que je n'aurais pas été courir ou faire du vélo le lendemain. Mais je crois que c'est du bon sens. Donc, voilà. Et de là à ne pas vacciner les jeunes hommes sportifs, non.
Ce n'est pas suffisant. Non, je suis d'accord. Merci. Une autre question dans le public, peut-être? Oui, alors on parle beaucoup de vaccination pour les adultes, pour les adolescents. Et actuellement, il n'y a pas de vaccination pour les enfants de moins de 12 ans. Je pense qu'il y a des tests qui sont faits. Oui. Et alors, on dit que la variante Delta se transmet plus que les variantes précédentes chez les jeunes. Est-ce que, selon vous, il serait intéressant de vacciner les enfants de moins de 12 ans? Donc, deux aspects. Sur l'aspect donc vaccination et transmission du variant Delta. Le variant Delta se transmet chez les enfants, mais le variant Alpha le faisait aussi. Donc, on a montré, ce qu'on a montré, ça c'est vrai, c'est que les enfants en très bas âge, 2-5 ans, et c'est les 2-5 ans, tout coronavirus confondu, ceux-ci ou les autres coronavirus, les transmettent peu. Ils peuvent être infectés, mais ils contaminent moins de personnes. C'est lié à l'immunité innée chez l'enfant de 2 à 5 ans qui est particulièrement plus efficace. Donc on voit que ces enfants sont sans anticorps, ils n'ont même pas besoin d'anticorps, capables de stopper la réplication des coronavirus en général, même les coronavirus de rhume, pas ceux du Covid. Donc ça, c'est le tout jeune enfant. Une fois que l'enfant a passé cette phase des rhumes à répétition, en fait, même s'ils ont tout le temps le nez qui coule, en fait, ils arrivent à bien gérer leur rhume, ça ne va pas plus loin. Mais une fois qu'ils ont passé cet âge-là, quand ils font une grippe, quand ils font un virus ici comme le Covid, ils le transmettent, et que ce soit le variant alpha ou le delta, assez fort. Et ça va dépendre d'un enfant à l'autre, en fait. Il y a une variation entre sujets, donc le super spreading, mais existe aussi chez l'enfant, le fait d'avoir des super contaminateurs. Donc, sur cet aspect-là, je ne sais pas si le variant delta change la donne. Moi, je ne pense pas. Sur l'aspect vaccination du jeune enfant, il y a une étude maintenant qui est publiée et qui était à large échelle. Il me semble que c'était 6 000 enfants vaccinés. C'est Pfizer qui avait commandé cet essai aux États-Unis sur des 6-12 ans ou 5-12 ans, je ne sais plus. Ils n'ont pas noté plus d'effets secondaires que par ailleurs, pas de nouveaux. Donc dans les mêmes proportions, ils ont relevé des états fébriles, des douleurs à l'inoculation comme pour toute vaccination. Monsieur Meurice est à côté de moi, il pourra me dire comment sont les enfants après le ROR. Mais c'est la même chose. Quand on fait le ROR, les enfants, il y a une infirmière dans la salle, elle est là aussi pour répondre. Certains enfants sont grippés pendant 2-3 jours. Et on leur donne du Dafalgan en Belgique, du Doliprane en France. Pendant 2-3 jours, ils restent à la maison. Je n'ai pas, j'ai pas lu cette étude chez les enfants aux États-Unis. J'ai juste les conclusions. Il n'y a pas eu de nouveaux effets secondaires identifiés. Donc si on me dit qu'il n'y a pas eu de nouveaux effets secondaires, qu'on réduit la transmission, moi je serais plutôt favorable à passer à la vaccination chez l'enfant. Donc nos enfants, on les vaccine contre kyrielle de pathogènes de l'âge de 6 mois, la première vaccination à l'ONE. 4 mois. 4 mois. De 4 mois à 1 an et demi, un enfant reçoit je ne sais pas combien de doses de vaccins pour des maladies qui n'existent plus sur notre territoire, pour des maladies rarissimes. Et je pense qu'elles sont toutes justifiées. Personnellement, j'ai fait vacciner mes enfants contre tous les pathogènes pour lesquels ils pouvaient être vaccinés. Si on regarde l'histoire de la vaccination, ce que ça a donné comme bénéfice de l'augmentation de la durée de vie, on ne peut pas refaire l'histoire. C'est un bénéfice pour notre société d'avoir vacciné. Moi, je prends toujours mes parents ou mes grands-parents comme référence. Donc, ma mère a perdu 2 cousins de la polio et un de la diphtérie dans la région d'Aubel. Je me dis, c'est terrible, à l'âge de 7-8 ans, de perdre des enfants de maladies, oui, qui n'en tuaient pas tant que ça, mais chaque année, quand elles passaient, il y avait des mortalités. Depuis qu'on vaccine contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, on n'a plus ces décès-là. Et on le fait pour des jeunes enfants. Alors, même si la Covid tue très rarement ou rend malade très fort, très rarement des enfants, mais qu'elle le fait, et que par ailleurs la vaccination n'a pas d'effet secondaire particulier chez l'enfant, allons-y. Donc si on a les études qui démontrent que c'est la même innocuité que chez l'adolescent ou chez l'adulte, il n'y a pas de frein à l'utiliser. Par contre, là c'est plus d'un point de vue sociétal. Je pense qu'aujourd'hui, la planète, pour revenir sur ma première dia,
doit aussi se poser la question du financement de la vaccination des personnes à risque dans d'autres contrées. Donc avant de surprotéger nos populations, je crois qu'il est de notre devoir, de l'homme qui veut vivre en société, mais de protéger d'autres régions de la planète. Moi, ça me fait très mal au cœur. On a un doctorant croate au laboratoire. Je vous assure, pour eux, c'est très dur de voir que leurs oncles, tantes sont en train d'attendre une place à l'hôpital parce que la Croatie n'est pas capable de pouvoir financer sa campagne de vaccination. Et c'est à 2 portes de chez nous. L'Européen moyen voulait retourner en vacances cette année en Croatie et est retourné en vacances en Croatie, en Grèce. Et la Croatie ne peut pas se prémunir de son... Donc, en tant que citoyen européen, je miserai d'abord sur renforcer la vaccination des populations à risque, donc plus âgées dans les pays d'Europe de l'Est et du Sud, à faible revenu. Mais après, pourquoi pas l'ouvrir aux jeunes enfants? Je n'ai pas de données objectives qui me permettent de dire non, surtout pas les enfants. D'autant plus qu'on a beaucoup de cas, évidemment, dans les écoles, parce que les enfants, vous savez comme moi qu'au niveau des précautions alimentaires, ils ne le font pas. Donc, il n'y a pas de barrière chez eux efficace pour éviter la contamination dans les milieux scolaires. Si évidemment, nous voyons, et ça s'est produit l'année passée, ça se reproduit cette année, une augmentation des cas mi-septembre et surtout en octobre, c'est évidemment le brassage scolaire qui en est la cause. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Et on constate une des grosses différences cette année, que dans les universités, on a des taux, c'est un public un peu sélectionné, favorisé. Dans les universités, les différents sondages qui sont faits, on est autour de 90% de vaccination dans les populations universitaires, et on a très peu de circulation sur les campus universitaires, par contre. Et que constate-t-on en parallèle? Que finalement, ça diminue la retransmission du virus loin des bassins géographiques. Donc l'année passée, ce qu'on a constaté 10 jours après la rentrée universitaire, c'est ils sont arrivés le 15 septembre, il y avait du virus sur les campus, pas de vaccination, ils l'ont redisséminé partout en Wallonie. Cette année, on a des poches de circulation majoritairement associées aux communes et même aux quartiers très peu vaccinés. C'est observé à Bruxelles, c'est observé dans cette région-ci aussi. Donc, elle reste plus confinée, la circulation virale. Elle voyage un peu moins que l'année passée. Parce que, et ça c'est l'efficacité de la barrière de population qui est observée sur les campus universitaires. L'exemple frappant l'année dernière, c'était Timistère, qui était parmi les communes les plus frappées au mois d'octobre. Et en fait, on a constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient rentrés dans les côtes et qui étaient revenus de la commune de Timistère et qui avaient fait flamber, alors que c'est une commune qui n'est pas à risque majeur, puisque relativement jeune, et c'est par ces jeunes-là qu'il y a eu une contamination plus importante. Donc l'intérêt, en effet, je pense, de vacciner. Maintenant, voilà, c'est toujours... la priorité, comme je le dis, c'est vrai aussi en Europe. La Roumanie, j'ai lu un article, c'est catastrophique. Cette semaine, c'est catastrophique. Les hôpitaux sont totalement dépassés, débordés. Je crois qu'ils ont arrêté toute autre intervention, si ce n'est pas Covid. Ce qu'on avait connu l'année dernière, au mois de mars-avril et au mois d'octobre aussi. Une autre question, je pense. Oui, vu la chaîne du froid obligatoire pour la conservation des vaccins, comment peut-on espérer vacciner dans des pays en voie de développement, et entre autres en Afrique où il n'y a pas de chaîne de froid? Donc il n'y a pas de chaîne de froid, mais la carboglace permet de maintenir le vaccin de manière... Donc c'est la glace carbonique à moins 80 degrés. Et si on est capable d'aller chercher des avions qui nous ramènent des mangues du Pérou, du Brésil, avec une chaîne du froid, pour nous, dans ce sens-là, donc nos supermarchés sont fournis toutes les semaines et probablement 2 fois par semaine en denrées venant du sud parce qu'elles sont conservées avec une chaîne du froid, on doit être tout à fait capable de faire l'inverse, je pense. À eux, mais c'est à nous à le soutenir, ça c'est clair, c'est à nous à le soutenir. Et c'est vrai, enfin, moi j'ai suivi une campagne de vaccination anti-rabique au Congo, donc contre la rage, c'est effrayant. Donc le vaccin rage ne supporte pas la congélation, lui il doit être à 4 degrés strictement, s'il congèle c'est la catastrophe, il y a une cristallisation et on détruit le composant du vaccin. Et donc le projet de vaccination rage à Kinshasa, la rage continue à tuer beaucoup d'enfants et d'adultes à Kinshasa.
Parce que malgré qu'ils aient des vaccins, ils n'ont pas la capacité de les conserver. C'est vrai que c'est un vrai challenge. Oui. Disséminés, oui. Tout à fait. Maintenant, pour la polio, on l'a fait. Pour la polio, on a acheminé les vaccins polio. Aujourd'hui, c'est encore en Afghanistan ou aux Philippines. C'est 4 degrés. On arrive à maintenir les 4 degrés et à vacciner en Philippines, en Afghanistan. Et on a éradiqué, l'année passée, elle a été éradiquée, la polio d'Afrique. Dernier cas de polio, c'était il y a 3 ans en Afrique, par des campagnes de vaccination, mais en effet, qui ont été soutenues. Notamment, je sais que le Rotary a fait des très gros soutiens en campagne de vaccination polio. Donc, de nouveau, oui, il faudra une volonté, un soutien pour y arriver. C'est pas gagné d'avance. Et le design vaccinal ARN, qui demande une conservation tout à fait particulière, c'est une molécule qui n'est pas stable à l'ARN, surtout que c'est des linéaires, ceux-ci. Donc oui, en effet, c'est un challenge supplémentaire. Donc j'espère que ces vaccins par voie nasale verront le jour parce qu'eux sont beaucoup plus stables. Ça faciliterait la vie. Merci. Donc vous disiez au début de votre exposé que vous étiez positif et optimiste de nature. Et donc une question, et quand on voit le constat qu'il y a des inégalités nord-sud énormes et que voilà, il y a des enjeux financiers, il y a plein de choses. Mais donc en tant qu'optimiste, la question ici c'est parviendrons-nous à éradiquer le Covid ou devons-nous nous résoudre à vivre avec? Et si oui, pour combien de temps? Enfin, combien de temps est-ce qu'on va revenir peut-être objectivement, positivement quand même, à une vie un peu plus qui ressemble à ce que c'était avant? L'éradiquer, on n'arrivera jamais, ça c'est clair. C'est un virus avec lequel nous-mêmes continuerons à vivre, nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et dans 100 ans, dans les livres d'histoire, on parlera de l'apparition de ce virus, qui sera peut-être devenu un coronavirus hivernal. Si c'est comme les autres coronavirus, bon, faire un petit moment d'histoire, donc la grippe de Saint-Pétersbourg. C'est apparu probablement fin du 19e siècle. À Saint-Pétersbourg, il y a eu une forme de grippe particulièrement virulente qui est apparue. On n'avait pas les moyens à ce moment-là, on ne savait pas que les virus existaient. Mais donc, on connaissait les grippes, et la grippe de Saint-Pétersbourg a tué énormément de personnes au départ dans les régions de Saint-Pétersbourg, puis c'est descendu par les pays baltes, en Allemagne, en Pologne. Aujourd'hui, on a quasi la certitude que ce virus était un coronavirus de bovin, c'est le OC machin ou l'autre, enfin c'est un des deux, des coronavirus qui aujourd'hui ne causent plus que du rhume chez l'enfant, et partout dans le monde. Voilà, donc c'est... oui, aujourd'hui on a le nez dans le guidon et nous fait peur, mais il faut laisser le temps à l'évolution. Si ce virus fait comme tous les virus, finit par s'adapter à son hôte, il va continuer à être très transmissible, mais il perdrait en virulence. La plupart des virus font ça. Le virus du sida, par exemple, en Angola, un peu d'espoir, le virus du sida en Angola tue beaucoup moins qu'ailleurs parce qu'il y a eu une mutation dans le virus qui le rend moins virulent. Et donc les personnes sont infectées, mais ne meurent plus du sida. Il n'a plus le temps d'amener à l'immunodépression. Donc il y a des nouveaux variants qui perdent en virulence. Ça pourrait arriver au Covid. Donc ça, c'est l'espoir du virologue qui parle. Mais on vivra avec, ça c'est certain, ce virus, il est présent partout. Il y a des réservoirs dans la population humaine qui feront qu'il retrouvera toujours une niche pour se répliquer et on n'arrivera jamais à l'éradiquer. C'est une remarque importante parce qu'en fait, on entend beaucoup de gens qui disent « je ne me fais pas vacciner parce qu'on ne tue pas le virus ». Ça n'a jamais été dit qu'avec un vaccin, on éliminait le virus. Non. Ça n'a jamais été dit. C'est une protection. Et ça permet, dans le temps, de faire en sorte que le virus devienne moins virulent, en tout cas moins dangereux, parce que les gens à risque sont protégés. Le premier vaccin inventé, c'est la rage. La rage existe toujours sur Terre. Là, il y a un réservoir animal, donc c'est encore particulièrement plus compliqué, mais on n'éradiquera pas la rage de la Terre. On a éradiqué 2 virus aujourd'hui sur Terre, un virus humain et un virus animal. C'est le virus de la variole. Il n'existe plus que dans des congélateurs. D'ailleurs, je me demande pourquoi on le garde. Mais bon, chaque pays le garde. Chaque pays le garde.
On ferait bien de ne pas le garder, mais bon, donc il ne reste plus que du virus de variole dans des congélateurs, et c'est des virus tout à fait particuliers qui expliquent qu'il y avait peut-être un espoir de les éradiquer. Et le virus de la peste bovine. Donc la peste bovine a été éradiquée officiellement de la planète. Il n'y en a plus. Il y en a encore dans les laboratoires, mais il n'y en a pas ailleurs. Et c'est un virus purement animal. Mais en dehors de ces deux exemples-là, et il existe des milliers de vaccins, animaux ou humains. Chez l'humain, on a quelques dizaines de vaccins, mais pour toutes les espèces animales, on a des vaccins. On n'éradique pas des maladies avec des vaccins. Pour éradiquer une maladie, il faut éradiquer les autres porteurs de la maladie. On ne va pas faire ça avec le Covid. Donc c'est ce qu'on fait en médecine vétérinaire. On éradique les réservoirs de la maladie. Quand il y a eu la fièvre afteuse en 2001, vous avez vu ces techniques de ce qu'on appelle le stamping out. On confine, on le fait pour pour la grippe aviaire, on confine la région où circule le virus et on élimine tous les porteurs du virus. Mais c'est les vétérinaires qui font ça, pas les médecins. On ne va pas faire ça. Donc voilà, on vivra avec, mais il va évoluer. Là, vraiment, je voudrais être encore là dans 20 ans, on ne sait pas, pour voir ce qu'il sera. Ouais. On se donnerait rendez-vous dans 20 ans. Voilà, dans 20 ans. Qu'au niveau des vaccins, on est en train d'étudier déjà, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, ce ne sera peut-être pas le même vaccin, il y aura d'autres composants dans les vaccins. D'autres composants, majoritairement, ça va rester donc la tulipe, je reviens sur la tulipe, la tige est la même, l'ouverture est la même, mais au-dessus, sur les derniers pétales de la tulipe, c'est là que ça évolue le plus, ce qu'on appelle le RBD, donc c'est les domaines de liaison récepteurs, ce qui s'accroche à nos cellules, c'est là que l'évolution se joue. Et donc c'est là-dessus, sur ces quelques lettres-là, qu'on va changer en fonction des nouveaux virus qui apparaîtront. On a parlé aussi, la grippe, juste pour vous dire, la grippe, chaque année, le vaccin est différent. Cette année, vous venez de recevoir la possibilité d'aller chercher votre vaccin. Il est différent de celui de l'année dernière, il est différent de celui de l'année avant. Chaque année, il y a un update, une mise à jour de la valence grippale pour être adapté. On fait toujours un peu une prédiction. On se dit, celui qui va réapparaître en novembre, il ressemble très probablement à celui d'avril, parce qu'il s'est endormi pendant quelques mois. Et parfois, c'était quand je suis arrivé en France, en 2007, pas de chance, on a eu la grippe de Brisbane qui est arrivée, qu'on ne connaissait pas du tout. Il y a eu une terrible épidémie de grippe, même chez les vaccinés, parce que la valence vaccinale n'était pas bonne. Vous parlez beaucoup des variants alpha et delta, oui. Mais on a entendu parler aussi des variants mexicains ou les Mu, oui. Colombien, ça. Quelle est la différence parce que vous n'en parlez pas, vous parlez tout le temps. Ben, alpha et delta. On parle du variant alpha et delta, c'est eux qui ont gagné la course. En fait, les variants, si vous mettez des coureurs, j'aime bien la course aujourd'hui, je suis très sportif, vous mettez des coureurs autour d'un stade. Si vous êtes 10% plus rapide, vous en mettez 100 et que vous faites des tours de piste. Ben après 24 heures, il n'y aura plus que les 10% plus rapides qui courent. Les autres, ils ont fait beaucoup moins de tours de piste. Et il n'y a que ceux qui ont fait les tours de piste qui peuvent participer à la génération suivante. Et en fait, la particularité du alpha et du delta, c'est qu'ils étaient plus compétitifs. Ils étaient plus rapides. Les autres, le mu, le lambda, le gamma, c'est le brésilien, le bêta, le sud-africain, ils nous ont fait peur parce qu'ils échappaient aux anticorps. C'est pour ça qu'on en parle, parce qu'ils échappent plus aux anticorps que le alpha et le delta, mais ils ne sont pas très fit, ils ne sont pas très compétitifs, ils sont moins transmissibles. Et donc, ils s'éteignent parce qu'ils vont moins vite. En fait, pour qu'un virus puisse vivre, il a besoin d'un hôte. Si la place dans l'hôte est prise par un compétiteur, le virus qui est plus lent va disparaître. C'est un petit peu ça. Maintenant, ça joue sur des petites protéines, les protéines spike, sur des petits acides aminés qui se modifient. Moi, je ne suis pas virologue, mais ça varie d'un élément à l'autre. Et alors, c'est vrai qu'on étudie déjà les vaccins dans 2 ans. Notamment, on fait des essais sur des vaccins qui auraient le vaccin grippe et coronavirus, Covid, en même temps. Comme ça, ce sera probablement saisonnier, puisque les conditions de transmission sont plus importantes
en octobre-novembre qu'en été, où il y a beaucoup plus d'aération, etc., on va considérer que le moment où on devrait vacciner, ce sera principalement, comme on le fait pour la grippe, octobre-novembre. Et si on combine les deux, ben, on le fait, voilà, c'est plus facile. Le vaccin de la grippe est quand même majoritairement maintenant admis dans notre population, même s'il y a encore des récalcitrants, hein, je dis, mais nous on a commencé maintenant à vacciner pour la grippe, et une bonne chose c'est qu'on a dit qu'on pouvait vacciner les deux en même temps, hein, ça a été repris maintenant dernièrement dans une étude, mais les gens viennent vraiment spontanément pour se faire vacciner pour la grippe. La tranche d'âge des 18-30 ans n'est pas très sensibilisée, motivée à se faire vacciner. Or, vous avez dit tantôt que dans les décès de la semaine passée, il y a 6% des jeunes 6% de ces décès qui sont des personnes jeunes, des personnes qui sont plus forts que les autres, qui ont peu ou pas de facteurs de risque. Est-ce qu'on a pu mettre en évidence une faiblesse génétique qui pourrait expliquer que même si on n'a aucun facteur de risque, on peut faire une forme grave de Covid? Oui, donc ça, il y a clairement des données. Donc dans la Covid, on dit c'est une maladie qui concerne la personne âgée ou avec une maladie telle que le diabète, l'hypertension. Vous les connaissez mieux que moi, les facteurs de risque, docteur, aidez-moi. Il y en a parlé du diabète. Les insuffisants rénaux, donc dialysés. Les immunodéprimés. Les immunodéprimés, chimiothérapie et la femme enceinte. Ça fait déjà plusieurs conditions que l'on reprend tout le temps. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que, et les médecins ne se les expliquent pas, mais pourtant maintenant il y a des publications dessus, il y a des personnes qui arrivent, qui ont 50 ans, 30 ans, avec une forme de pneumonie gravissime, qui nécessite une hospitalisation en soins intensifs, voire une ECMO, donc mise sous coma et ventilation mécanique assistée, alors qu'ils n'ont aucune maladie particulière, mais ils font un Covid très très grave. Et donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a les premières preuves. On sait que environ 20% de la population présente une déficience plus ou moins grave dans une molécule qui s'appelle l'interféron de type 1. Dans son mot, on a son rôle. Interféron, c'est une molécule qui sert à interférer sur la réplication virale. Elle aide à bloquer nos cellules, la réplication du virus. Donc c'est un messager qui dit à ses voisines, attention, il y a un virus à proximité, et les voisines se mettent en veille. Les cellules voisines se disent, mais si le virus arrive, je n'assurerai pas sa réplication. Et pour que ce système marche, il faut que la cellule envoie de l'interféron, que sa voisine soit capable de capter l'interféron et qu'elle puisse répondre à cet interféron. Donc c'est au moins 10 à 15 gènes qui interviennent dans cette réponse. Et on a identifié un grand nombre de déficiences dans cette cascade qui expliquent que 20% des personnes dans la population ont au moins une déficience dans cet interféron, produisent moins d'interférons, ne produisent pas assez de récepteurs à l'interféron, ne sont pas capables de répondre à l'interféron de manière correcte. Donc ces personnes sont quoi? Sont très sensibles au virus, donc vont en produire énormément et le virus va envahir très rapidement les voies respiratoires profondes et faire les dégâts pulmonaires et causer ces pneumopathies sévères alors qu'ils sont jeunes et se croient forts, mais ont un déficit dans la voie de l'interféron. Est-ce que ces personnes ont aussi un risque plus important de développer une autre type d'infection que la Covid? Probablement. Dans l'équipe de Casanova, moi je connaissais les travaux d'un des chercheurs parce que j'ai travaillé sur l'herpès virus. Il y a des encéphalites à herpès qui sont dues à des déficiences à l'interféron type 1. C'est le seul cas que je connais parce que j'ai travaillé sur les herpès virus et leur neurotropisme plus ou moins important. Et donc il y a des formes d'encéphalite à herpès 1 et parfois à varicelle zona. Donc c'est 2 virus pour lesquels on sait que l'interféron est très important aussi. Petite question, on va quand même faire la question. Pas de contre-indication chez ces gens-là à faire le vaccin? Pas du tout de contre-indication. L'interféron intervient justement. Donc le vaccin ne mobilise presque pas l'interféron type 1. Il va mobiliser l'interféron gamma, mais pas l'interféron de type 1 dont on parle ici. Parce que là, non. Il n'y a pas du tout de contre-indication et ils ne vont pas moins réagir au vaccin. Ils sont tout à fait bien immunisés. Moi, j'ai une question. Chez des patients qui ont peur de la vaccination parce qu'on leur parle de vaccin ARN et que
tout à fait comprendre que la plupart des gens n'ont pas de base en génétique. Est-ce que ça paraît pertinent pour vous de simplifier le message en leur disant, enfin, moi c'est ce que j'ai déjà fait, c'est leur dire, ben, vous avez peur du vaccin ARN, mais le vaccin ARN, oui, vous avez peur qu'on vous injecte de l'ARN, mais c'est qu'une toute petite partie, que le virus, si vous êtes contaminé, de toute façon, va injecter la totalité de son ARN qui contient dans vos cellules, et le vaccin va faire exactement la même chose, mais avec une toute petite partie Mais complètement. de l'ARN. Donc on mime, donc comme tous les vaccins, le vaccin ARN mime ce que fait le virus. Et il le mime pour ne pas faire tout ce que fait le virus. Quand on fait un vaccin, on veut imiter une partie du virus pour donner une photographie du virus. Et puis cette photo, notre système immunitaire la prend en mémoire. Et quand le virus revient, avec la photo complète, il a déjà vu une partie de la photo et il s'attaque à cet étranger. Et donc l'ARN qu'on utilise, c'est un morceau de la photo. Donc comme quand on fait un vaccin classique, une protéine, sauf qu'on ne prend pas la même biochimie. Est-ce qu'on a... Voilà, on a voulu être très honnête, on a dit vaccin ARN, si on avait dit vaccin sous-unitaire, parce que c'est ça, c'est une sous-unité du virus, on l'a fait pour la... Ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. Pour le papillomavirus, pour lesquels les jeunes filles sont toutes vaccinées, alors qu'elles se font vacciner en vue d'avoir une vie sexuelle. Donc c'est parce qu'elles veulent un jour, en tout cas, avoir une vie sexuelle épanouie, et elles veulent concevoir, elles se font vacciner contre le papillomavirus. Il n'y a pas eu du tout de levée de bouclier et de films sur les réseaux sociaux autour de cette vaccination-là, qui est généralisée. On le propose dans les écoles, partout, le vaccin papillomavirus, chez la jeune fille aujourd'hui de 13-14 ans, 12 même. Et même les garçons. Et même les garçons aujourd'hui. Et il a été absolument... Enfin, il est passé comme une lettre à la poste, ce vaccin. Les essais vaccinaux en phase 3 ont inclus 6000 participants. Et je ne sais pas quel âge avaient les participants, mais j'ai un énorme doute. Et ça m'étonnerait qu'on ait testé ça que chez les jeunes filles de 12 à 16 ans. Je suis quasi sûr que dans les essais vaccinaux, on a pris tout type de personnes. Donc, c'est passé comme une lettre à la poste. Et celui-ci, alors qu'on ne parle pas d'une maladie à tropisme sexuel, génital et de la sphère reproduction, on s'est fait tout un film. Et je reviens sur le vaccin sous-unitaire papillomavirus. C'est un vaccin sous-unitaire pour lequel c'est la première fois qu'on produisait des VLP. Donc, c'était des particules qui ressemblent à des virus créés en laboratoire. Donc, c'est un truc archi-artificiel. C'est magnifique comme construction. Donc, on a mis dans un système des morceaux de Lego qui s'auto-assemblent dans un truc qui ressemble à un vaisseau de virus. Mais c'est très artificiel comme système. Ça a été mis au point pour le papillomavirus. On l'a appelé vaccin sous-unitaire. On ne l'a pas appelé VLP. Ça aurait fait peur, je pense. Donc là, dans la dénomination, ici, on a dit vaccin ARN au lieu de dire vaccin sous-unitaire. Et donc moi, je pense que c'est une très bonne image de dire que c'est un vaccin sous-unitaire. On donne un morceau du virus à la personne. Ce morceau permet de créer la photo et donc d'avoir une réponse immunitaire et d'être protégé. Mais il ne se passe rien d'autre avec la photo. La photo, elle est, une fois que le système, qu'il soit reconnu ou pas, il est dégradé. L'ARN, il disparaît. La durée de vie, ça va vraiment dépendre de la... Donc dans le centre, il va disparaître très rapidement parce qu'il y a plein de RNase. Dans les cellules dans lesquelles il est phagocyté, il va... je n'ai pas de données chiffrées précises pour celui-ci. Un ARN en général, c'est une journée, la durée de demi-vie d'un ARN. Plus il est long, plus sa durée de demi-vie est courte. Et dans les cellules, on a les P-bodies, les cimetières ARN, qui vont dégrader ces ARN. Donc il y a différents systèmes dans notre vivant pour dégrader les ARN parce qu'on rencontre des ARN tous les jours, mais on ne doit utiliser que ceux pour lesquels on doit avoir une fonction. Et donc on doit dégrader ceux dont on n'a plus besoin. Donc il y a plein de systèmes de dégradation de l'ARN. Ici dans l'air, il y a plein de RNase. S'il n'y avait pas de RNase, nous serions détruits par les ARN ambiants. Donc, c'est un des composants, c'est une des enzymes les plus abondantes du vivant. D'ailleurs, quand on travaille en laboratoire pour le diagnostic, on lutte contre les RNases, les composants qu'on utilise dans nos réactifs. C'est pour on inactive les systèmes qui dégradent l'ARN, qui sont très abondants pour que la vie soit possible.
Donc il y a énormément de systèmes de dégradation de l'ARN là-dedans. Il n'y a plus, voilà. Donc, par rapport à toutes les fake news qui circulent, Oui. c'est une preuve que c'est un mécanisme aussi qui me semble beaucoup plus physiologique, naturel, pour faire fabriquer, donner les plans qu'il faut en fait, à l'organisme. C'est amener un plan de montage et uniquement la partie du plan de montage pour laquelle on veut avoir une protection. C'est Ikea mais plus simple. Voilà, Ikea mais plus simple, avec une seule page du plan. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre question dans le public? Ici, moi, j'avais une bonne question d'une maman. Il y avait beaucoup de questions, mais qui, donc, elle-même a fait le Covid, assez fort, 2 mois, mais pas hospitalisée. Elle est maman de 2 adolescents. Donc, sur le vaccin et fertilité, je pense que j'ai déjà répondu. Elle demandait est-ce qu'il y a des études qui prouvent qu'il n'y a pas d'impact à court, moyen et long terme. À court et moyen terme, oui. À long terme, on n'en a pas parce qu'on n'a pas un long recul, 1 an et demi, mais il y a, pour les effets secondaires des vaccins, dans les 100% des vaccins qui sont utilisés aujourd'hui depuis les années, je sais pas, 50, on vaccine, 50, 60 probablement, les effets secondaires des vaccins se manifestent dans les majoritairement 2 jours post-vaccination, un maximum 6 semaines. Il n'y a pas de rapport d'effets secondaires de vaccination à long terme. Pourquoi celui-ci en aurait? Il n'y a pas de raison particulière. Donc voilà, il n'y a pas de preuve qu'il n'y en a pas, mais l'histoire de la vaccination nous apprend qu'il n'y a pas de raison qu'on en ait. Et dans ce cadre de fabrication de RNA messager, le messager, comme il se détruit rapidement, il ne s'intègre pas non plus dans le noyau de la cellule, il faut bien le signaler, parce qu'on a fait souvent des amalgames RNA-DNA, et donc il n'y a aucune raison scientifique pour qu'il y ait une trace de ce mRNA qui persiste dans notre corps, quoi. Donc à long terme, comment se ferait-il scientifiquement qu'il puisse être présent? Voilà. Donc cette maman a fait vacciner ses enfants contre les maladies classiques, ROR, tétanos, donc rubéole, oreillon, rougeole, tétanos, mais les faire vacciner contre le Covid, alors que les risques de cas graves sont très minimes chez les jeunes en bonne santé, me fait réfléchir. Donc le but n'est pas de les protéger eux, mais plutôt leurs aînés. Mais là, je dirais que partiellement c'est vrai. On veut aussi agir sur la transmission virale, mais partiellement c'est faux parce que le risque chez la jeune fille n'est pas nul de faire des myocardites, de faire des séquelles de Covid longs. Donc il est présent chez toutes les tranches de population. Il y a des adolescents et des enfants qui ont des séquelles de Covid. Donc, et alors, hommes de terrain que nous sommes, nous médecins généralistes, la rubéole n'est quand même pas une maladie très dangereuse, ce n'est pas la plus dangereuse pour les enfants. Pourtant, c'est une des premières qu'on vaccine et les parents sont tout à fait conscients qu'il faut vacciner. Et évidemment, on protège aussi plus tard la femme enceinte d'une rubéole. Et le Covid, je pense qu'il faut y penser parce que ça a des conséquences sur les femmes enceintes. Moi, j'ai fait vacciner ma fille qui était enceinte en avril, alors que les recommandations commençaient seulement à arriver. Elle a mis au monde une jeune et jolie fille, donc sans problème. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment dire que la grossesse est un facteur de risque important dans la maladie Covid. Et la question finale, c'était faut-il prendre le risque d'injecter ce vaccin à des jeunes alors qu'on n'a aucun recul sur celui-ci? Ben, c'est un risque, je l'ai objectivé. On a une manière de l'objectiver qui n'est pas nulle, mais qui est très minime. Et on n'a aucun recul sur celui-ci. Ben là, je me mets un peu en opposition avec la phrase. On a du recul. 6,6 milliards de doses. Les effets secondaires que l'on connaît, que l'on a, je pense, appréhendés de manière tout à fait précise, et notamment sur les cas de péricardite, myocardite, il n'y a eu aucun cas d'évolution gravissime. Donc ils se résolvent, les cas de myocardite, péricardite se résolvent. C'est une maladie qui doit probablement prendre du temps, 1 mois, 2 mois de convalescence avant de refaire des efforts physiques, mais il prend du temps. A contrario, les fibroses pulmonaires qui sont constatées sur des patients de Covid sévère, c'est une maladie qui laisse des séquelles à vie. On ne récupère pas un tissu pulmonaire fibrosé. On a perdu la résilience et la compliance pulmonaire. J'ai une belle-sœur, elle est toute jeune, 38 ans, elle a perdu en compliance pulmonaire et elle ne la récupérera pas. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension aussi dans la durée pour avoir
dirais, les effets secondaires, les gens ont l'impression qu'il faut attendre longtemps. En fait, ce n'est pas cela qu'il faut. Il faut avoir un nombre de patients testés qui soit suffisant pour pouvoir avoir les effets secondaires et pas la durée dans le temps. Si vous avez que 6 patients que vous étudiez sur 20 ans, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur scientifique. Si vous avez, comme ici, 50 000 patients étudiés sur 1 an, parce que maintenant il y aura presque 1 an que les premiers ont été testés, même plus, je pense que ça a commencé au mois de mai, je crois. Donc, mais là, on a une valeur scientifique importante. Les phases 3, ça a commencé au mois d'août. Donc les phases 1, 2, ça a commencé au mois de mai, juin, juillet. Voilà. Merci. Peut-être une toute dernière question dans le public. C'est concernant le masque. Est-ce qu'il est nécessaire, on doit le porter dans certaines circonstances, et voir si on devra le garder à vie ou bien... À vie, je ne pense pas, j'espère pas. Il a encore son utilité aujourd'hui, quand on voit le niveau de circulation sur notre territoire, oui, il a son utilité. Moi, je vais parler des endroits que je connais. Dans les universités, on oblige le port du masque dans les auditoires. On autorise le retrait dans les moments festifs, mais qui se font dans des conditions d'aération suffisantes. Donc, lorsqu'il y a des densités de population importante en interne, il est justifié. À l'extérieur, je ne sais pas si ici à Verviers, il est encore obligatoire à l'extérieur. Nous, il n'est plus à Namur. Non, c'est la province de Liège maintenant qui est... Mais apparemment, il provoque aussi des pharyngites aux jeunes aussi. Parce qu'on a eu le cas qui a eu des pharyngites et le médecin dit que c'est un peu... À répétition à cause du masque, oui. Il y a des manifestations cutanées aussi liées au port du masque. Pharyngite, moi je n'ai pas entendu vraiment des études fiables en disant le port du masque a créé des pharyngites, puisque c'est en général une contamination entre enfants. Donc le masque protège. Non, par contre, c'est vrai que le masque peut entraîner des irritations, une certaine respiration humide, donc il y a des petits effets secondaires semblables. Mais vous savez, il y a des années que les pays asiatiques portent le masque dès qu'il y a un problème. Vous allez au Japon, moi j'ai été, les gens, le masque. Alors je crois qu'il faut être un peu responsable à l'idée du masque. Si vous avez la moindre crainte d'être vous-même atteint de quelque chose, pourquoi est-ce que le port du masque ne deviendrait pas une sorte de bien-être social, hein? Alors, évidemment, si vous allez, il y a 5 ans, vous alliez vous balader à Liège avec un masque, vous aurez dit, ça n'a pas, quoi. Maintenant, peut-être que cette pandémie va dire, c'est peut-être un moyen aussi de protéger contre d'autres maladies. Les infections virales de type grippe dans les communautés, on en connaît. Et si on utilisait maintenant ces mêmes méthodes, on aurait peut-être moins de cas de grippe et donc moins de complications dans les hôpitaux. C'est un bon sens qu'on a oublié parce qu'on était soi-disant protégés au maximum. Et la pandémie est tombée sur notre tête parce qu'on n'y croyait pas au départ. On a montré en Israël que la vague qui est réapparue... Donc on a dit, l'Israël, exemplaire, pays qui a le plus vacciné. Ils sont arrivés quand même qu'à 65% de leur population vaccinée. Et avec ce taux de vaccination, ils ont abandonné tous les gestes barrières. Donc plus de distanciation sociale, plus de masques. Et le virus a recirculé et a recausé des hospitalisations et des mortalités, et dans les communautés non vaccinées, et des infections percées. Et on a montré, à contrario aux États-Unis, que dans les campus universitaires qui ont conservé le masque, ils ont comparé en fonction des États. Donc typiquement aux États-Unis, les États pro-Trump étaient anti-tout geste barrière, et les États plutôt... démocrates, donc dans des universités de ces États-là, on a maintenu des gestes barrières. Ils ont montré qu'on contrôlait mieux les suites de la pandémie, là où on maintenait encore le port du masque pour le moment. La pression infectieuse reste encore élevée malgré tout. L'année dernière, on n'a pratiquement pas eu de cas de grippe, de vraie grippe dans nos cabinets. Non, il y a eu un confinement supplémentaire, mais je veux dire, les habitudes ont un peu changé, les gens ont recommencé à faire attention. Le port du masque, quand on était un tout petit peu enrhumé, ça s'est fait. Je pense que ça apporte quand même un plus. Maintenant, est-ce qu'il faut le porter partout à l'extérieur? Non, ça n'a pas de sens. Si vous êtes dans une salle aérée assez grande, non. Si vous êtes au restaurant, c'est un peu embêtant, c'est même plus grave qu'autre chose. Donc, je pense qu'il y a des situations où le masque restera, à mon avis, préconisé ou recommandé. En tout cas. Dans les hôpitaux, je pense qu'on va le garder longtemps. Oui.
par définition même, les gens qui sont dans l'hôpital sont des gens fragiles. Et même en faisant attention, on voit quand même des contaminations qui se font. Et d'ailleurs, c'est un gros souci des décontaminations dans les hôpitaux de germes très résistants, sans parler de la Covid. On est devant vraiment des gros soucis. On n'en parle pas ici, mais ça peut faire encore plus peur. Ces germes qui sont hyper résistants à tous les antibiotiques. Il y a des cas toutes les années dans certains hôpitaux. Mais voilà, je ne sais pas si dans les questions, vous aviez repéré des choses qui sont... Pourquoi faire une troisième dose? Va-t-on devoir faire des doses tous les 6 mois? Donc le terme troisième dose, moi je préfère parler de rappel. Pour la grippe, en tout cas les personnes qui se font vacciner annuellement, elles ne comptent pas la quantième C. Je ne pense pas qu'on dit je fais ma 46e dose de vaccin grippe. Donc je pense que est-ce qu'on devra faire un rappel une première fois? Donc la primo-vaccination, c'était 2 doses. Et puis il faut faire un rappel ou pas. Donc pour le moment, on a constaté que le rappel était privilégié et utile chez les personnes de plus de 65 ans. En tout cas en France, je crois qu'en Belgique on y est arrivé aussi. La recommandation, c'est juste, c'est les plus de 65 ans. Oui. Donc oui, ça s'avère nécessaire. Je vous ai montré tout à l'heure la chute d'efficacité au cours du temps et à cause du variant Delta. Or, les personnes de plus de 65 ans, c'est celles qui ont été vaccinées au mois de... ça dépend quel âge elles ont et si elles sont en maison de repos. Mais en maison de repos, c'était dès janvier. Puis les plus de 65 ans, enfin les plus de 75 au départ, c'était dès le mois de fin janvier, début février. Donc on est à 8-9 mois. Chez elles, avec la pression infectieuse qu'il y a pour le moment, on constate qu'elle est utile. Va-t-on devoir faire des doses tous les 6 mois? À mon avis, on n'arrivera pas à 6 mois, mais un rappel annuel probablement avant la saison hivernale, un peu à l'image de ce que le docteur Meurice a dit tout à l'heure, contigu avec le vaccin grippe, et ça vient d'être reconnu. On peut le faire le même jour, les 2 vaccins. Il n'y a pas de contre-indication. Il y avait une autre question sur... y a-t-il une contre-indication à faire ce vaccin-là si on a eu le vaccin papillomavirus du jeune garçon, de la jeune fille à 14 ans? Il n'y a pas de contre-indication, on peut faire les 2 vaccins. Concrètement, les invitations pour les plus de 65 ans ont été lancées cette semaine. Donc la semaine dernière, il y a eu les plus de 85 ans, il y a eu les immunodéprimés aussi. Et concrètement, la vaccination se fait donc, dans notre région toujours à Pépin-Stère-Ouénier, tous les jours, jusqu'à fin de l'année. Ce sera confirmé bientôt officiellement, je suppose, ou ça se l'est déjà. Et donc c'est de lundi au samedi inclus. Les médecins généralistes peuvent le faire, mais c'est une organisation un peu plus complexe, donc ça dépend un petit peu de l'organisation du médecin généraliste. Et en même temps, dans notre région, nous avons des bus qui circulent pour essayer de refaire la 3e dose. Alors la 3e dose est recommandée à 6 mois quand vous n'avez pas, quand c'est du Pfizer, vous avez eu les 2 premières doses Pfizer, à 6 mois si vous n'avez pas de problème. Si vous avez eu Johnson ou Astra, on peut le faire à partir du 4e mois. Et alors, des études canadiennes ont tendance à montrer que la mixité des vaccins est encore meilleure. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme cela. Et pour les immunodéprimés, pour les immunodéprimés graves, ceux qui prennent encore des médicaments, des traitements, on parle de 3 mois. Donc, c'est-à-dire les gens qui sont en insuffisance rénale ou dialysés, ou des greffes, ou des cancers en traitement, on parle de 3 mois pour l'instant. Mais on va attendre évidemment, puisque les études ont tendance à montrer que l'immunité persiste malgré le fait que, même si on dose les anticorps qui descendent, il y reste une immunité. Hier, une très bonne nouvelle publiée dans Science montre que l'immunité cellulaire est aussi forte à 9 mois qu'après 1 mois après la 2e dose. Et l'immunité cellulaire contre les virus est très efficace. Donc, chez une personne, en tout cas, en immunocompétence pleine, donc des personnes qui ont un bon système immunitaire, l'immunité cellulaire est très robuste. Donc, et elle participe, ces cellules, à la mémoire immunitaire. Donc, est très robuste, 9 mois, aussi bon qu'après 1 mois après la 2e dose. Donc, et alors, plus concrètement encore, dans nos régions, on a eu des cas dans les maisons de repos. Donc, comme je suis un peu responsable de ce qu'on appelle l'OST, c'est une sorte de cellule locale au niveau des épidémies, on retrouve des cas, mais des cas relativement isolés, sans gros clusters. Malheureusement, les recommandations de la VIC, qui est l'organe régional qui nous chapeaute, reconfinent un petit peu ces personnes âgées. C'est un peu dommage, mais on essaye quand même de minimiser un petit peu ce confinement. Mais rares sont les cas
qu'on doit hospitaliser. Je pense qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, alors qu'on a eu des maisons de repos avec 9-10 cas de contamination, donc des gens qui étaient vaccinés, et quand on les retestait, ils étaient à nouveau positifs, quoi. Mais ça confirme tout ce qu'on a vu tantôt, c'est que la vaccination, même si vous êtes positif, le virus n'est plus très actif. Et les chiffres actuellement, si on compare vraiment à la même période l'année dernière, les hôpitaux, c'est monstrueusement différent. C'est vraiment énorme, hein. La pression dans les hôpitaux est nettement moindre que l'année dernière. Ça, il faut le signaler. On peut être anti-vax tant qu'on veut, mais il y a des chiffres qui ne trompent pas. Les chiffres qui ne trompent pas, c'est l'hospitalisation. Si vous hospitalisez quelqu'un, c'est qu'il en a vraiment besoin. L'année dernière, on a eu des cas de refus. Non, on hospitalise, mais je veux dire qu'aux dépens d'autres personnes. Et on a saturé les hôpitaux avec cela. Il y a eu des cas de transfert de Verviers vers le Limbourg, vers Liège, de Liège vers l'Allemagne. Donc c'était catastrophique, on n'en sortait plus. Et donc une info concrète, vous parliez de bus dans la région qui circulent, et donc ici prochainement le 27 octobre et le 17 novembre, il y aura donc un bus à l'Athénée Verdi qui sera là pour la vaccination. Donc j'imagine principalement pour les élèves qui le souhaitent, mais aussi sans doute pour d'autres personnes si elles le veulent. Les jeunes sportifs qui n'avaient pas encore osé y aller. Oui. Mais voilà, je pense qu'on a peut-être fait le tour des questions qui étaient préalablement posées, et j'espère que les gens qui étaient ici dans la salle et ceux qui nous regardaient sur YouTube ont pu avoir des réponses et des éléments qui leur permettent de se positionner pour ou contre la vaccination. Ça, c'est leur choix. Mais en tout cas, voilà, on aura fait le nécessaire pour objectiver un maximum d'éléments et leur permettre de bien choisir. Oui. Merci. Moi, je salue l'initiative communale. Donc, à Plombières, il y a eu la même chose. Je pense que c'est vraiment important. C'est une mission de service public important. Et donc, je suis très content que des communes continuent. Voilà. Il va falloir faire encore beaucoup. Non, ça par contre, je ne sais pas si je pourrais faire les 20, mais je trouve ça vraiment important voilà, qu'il y ait une information disponible pour tout le monde et qu'on n'entretienne pas des mythes sur les réseaux sociaux. J'ai eu pas mal de discussions après l'intervention à Plombières de gens qui sont un peu sortis finalement de ce dans quoi on est entretenu quand on est engagé dans dans le mythe de la fake news. On est alimenté tous les jours par des cas sporadiques de choses qui sont racontées mais qui ne sont pas avérées. Et donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de prendre des études qui globalisent un peu, qui formalisent les choses, qui objectivent. Et donc, c'est grâce à ce type d'initiative qu'on peut délivrer ce type d'information, donc diffuser. Le PowerPoint est libre de droit. J'ai cité toutes les sources qui sont à citer. Donc voilà, c'est pas des résultats personnels que je présente. Voilà. Ça va? Une dernière remarque. Le bus à l'Athénée Verdi vient le matin, donc le mercredi, et les personnes qui ont toujours des doutes par rapport à la vaccination, qu'est-ce qui peut les convaincre? En premier, c'est de discuter avec leur médecin généraliste, et en deuxième, ce sont les personnes qui ont été vaccinées et qui disent à leur entourage, je vais bien, je me sens mieux, je suis en train de revivre. Donc si vous trouvez que l'exposé aujourd'hui était intéressant, partagez le lien, puisque la conférence est enregistrée, et donc les personnes peuvent le regarder par après comme ils veulent, et donc partagez à tous vos amis ce lien si vous trouvez que le sujet est intéressant et surtout vous avez eu la réponse à vos questions. Merci pour cette belle conclusion et belle fin de soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Oui, en voix off, c'est toujours dangereux. Mais il y en avait une, j'avais pas du tout de réponse. Donc moi, ici,
le temps du certificat de vaccination, combien de temps va-t-il être valide? Je ne sais pas. C'est toujours un an. C'est Pour un l'instant, an. c'est un pour an. l'instant. Voilà. Les Suisses ont été prudents au début, mais c'est 6 mois. Et puis ils ont changé, heureusement pour